La soirée s'annonçait tranquille. Un petit bar sportif, un bon match à l'écran et une assiette d'ailes de poulet épicées. J'allais être seul, jusqu'à ce qu'elle se présente. Je n'ai pas réalisé tout de suite qui j'avais en face de moi. Elle se tenait à l'une de ces tables hautes, vaguement appuyée sur le comptoir, et mangeait des ailes de poulet. Mais quand je l'ai regardée à nouveau, tout s'est mis en place, les cheveux roux flamboyants, la silhouette attirante et le regard familier qui m'avait autrefois rendu fou. C'était Ripley. Ripley avait été ma femme. Il fut un temps. 5 années de mariage s'étaient terminées par une explosion dont je ressentais encore les échos. Elle était incroyablement belle, rusée, dangereuse, et maintenant que je la revoyais, une sonnette d'alarme retentissait dans ma tête. J'espérais qu'elle ne me remarquerait pas. Mais bien sûr, elle m'a remarqué. Elle était à l'une de ces tables debout quand je l'ai vue, en train de manger des ailes de poulet. Je venais de m'asseoir à une table simple. Il n'y avait que 3 tables simples dans cet endroit. La plupart des tables étaient des cades, et 3 d'entre elles étaient des tables debout. Elle était seule, et mes yeux ont glissé sur elle sans même enregistrer ce que je voyais. Puis j'ai fait une double prise. Elle était magnifique. Elle avait de longs cheveux roux, ce genre d'orange flamboyant que l'on voit parfois. Elle portait une jupe et un haut moulant qui mettaient en valeur tous ses atouts, et elle en avait beaucoup. Un type s'est approché et a essayé d'engager la conversation avec elle. Je l'ai vu le rembarrer. Elle était magnifique. Elle était aussi mortelle et trompeuse, et elle vous brisait le cœur. Je le savais parce que j'avais été marié avec elle pendant 5 ans. Elle s'appelait Ripley, travaillait pour une grande station de radio et en était la vedette, et j'espérais qu'elle ne me verrait pas. J'ai commandé ma pizza. Le cellar avait un four à pizza au feu de bois et il faisait aussi de bonnes ailes de poulet. J'ai pris un panier d'ailes, une bonne bière brune et je les ai savourées en regardant les Razorbacks jouer au basket sur l'un des écrans géants. J'ai senti un danger, et quand j'ai regardé autour de moi, elle était là. « Bonjour, Kane, dit-elle. Ça te dérange si je m'installe sur une chaise ?» Sa voix était exactement comme je m'en souvenais, basse et rauque. C'était un bon whisky, un cigare dominicain et Nat King Cole sur la chaîne stéréo. « Oui, c'est un peu ça, Ripley, ai-je dit. J'essaie de profiter d'un bon repas ici. »« C'est dur, dit-elle. »« Ça fait quoi, 3 ans ? Combien de fois ai-je essayé de t'appeler ? Combien de fois me suis-je présenté chez vous ? Ai-je campé à votre bureau ? Ai-je essayé de vous parler ? Beaucoup trop, lui ai-je dit. Je n'ai rien à te dire, Ripley. Pourquoi ne pas me laisser tranquille ? Si vous essayez de vous asseoir ici, je m'en vais. Ils te colleront l'addition. Elle rejeta la tête en arrière et se mit à rire. C'était un son grave et excitant qui, à une époque, m'aurait fait vibrer comme rien d'autre dans l'univers. Aujourd'hui, il me rend triste. Ça ne me dérange pas, dit-elle. Je pense que ma carte de crédit peut le supporter. Elle le pouvait aussi. Elle gagnait probablement plus que moi. Tu n'es pas stupide, tu sais que je ne veux rien avoir à faire avec toi. Qu'est-ce que tu veux, Ripley, lui ai-je demandé. Je veux te parler, savoir comment tu vas, te dire ce que je fais, demander comment Kelly et Sam vont, comment Atlas s'en sort et te dire certaines choses. Qu'est-ce que ça peut faire ? Suis-je si laid que tu ne puisses pas me voir ? Es-tu toujours aussi en colère contre moi ? Est-ce que tu me détestes toujours autant ? Pourquoi ? J'ai demandé. Pourquoi tu te soucies de maman et papa, ou de mon chien ? Ce que tu fais ne m'intéresse pas. Nous ne sommes pas amis, Ripley. Je suis sûr que ma vie ne t'intéresse pas et je ne veux surtout pas entendre ce que tu as à dire. Laisse-moi tranquille, Ripley, ou je dirai au directeur que tu me harcèles. Elle pencha la tête sur le côté et haussa un sourcil dans ce geste que je connaissais si bien. Elle soupire. D'accord, Kane. Fais comme tu veux. Je suppose que je vais devoir sortir les gros calibres. Ne bougez pas, maintenant. Elle est retournée à sa table et je l'ai vue sortir son téléphone de son sac à main. Elle a pris le sac et est allée aux toilettes. Je n'avais aucune idée de ce qu'étaient les gros bras, et je n'avais absolument aucune envie de le découvrir. Ma pizza est arrivée et j'ai dit au gars de la mettre dans une boîte, je partais. Je l'ai suivi jusqu'au comptoir, j'ai payé et je suis parti. Bon sang, une autre soirée foutue en l'air. Je suis rentré chez moi et j'ai sorti ma pizza au bord de la piscine. J'ai mis, Rubersoul, et j'ai pris quelques bières que j'ai mises dans la glacière avec des glaçons. J'étais en train de savourer la pizza, adossé à la chaise longue, en écoutant les Beatles, quand j'ai entendu le portail se fermer. J'ai une clôture en bois et le portail est équipé d'un ressort pour s'assurer qu'Atlas ne sort pas. J'ai ouvert les yeux et j'ai gémi. C'était elle. Qu'est-ce qu'elle avait, cette femme ? Bien sûr, elle savait où j'habitais. Elle ne l'ignorait pas. Puis j'ai réalisé quelque chose, elle n'était pas seule. Il y avait une petite ombre derrière elle.
Elle avait une tignasse de cheveux noirs bouclés d'environ 1 mètre de long, une peau claire comme celle de Ripley, des yeux très bleus, et c'était la plus belle petite fille que j'ai jamais vue. Elle semblait très timide. Elle essayait d'éviter que je la regarde directement en se cachant derrière Ripley. Lorsque Ripley s'est arrêté devant moi, la petite ombre est passée de l'autre côté d'elle et lui a tenu la main. Ripley s'est agenouillée à côté de moi et a doucement fait avancer la petite ombre pour que je puisse la voir. Ses yeux regardaient le sol et Ripley a lentement relevé son petit menton avec un doigt pour que nos yeux se rencontrent. « Kane, j'aimerais te présenter McKenna, dit-elle. »« McKenna, voici Kane. » Je ne savais vraiment pas quoi dire, alors j'ai tendu la main. Quelle idiote. Les petites filles ne serrent pas la main. Celle-là l'a fait. Elle a mis sa toute petite main potelée dans la mienne. Je pouvais voir les fossettes de bébé à l'arrière de ses articulations. « Bonjour, Kane, a-t-elle dit. « Bonjour, McKenna, ai-je dit. C'est génial, non? Je n'ai jamais su quoi dire aux enfants. La plupart des sujets de conversation que l'on peut avoir avec des adultes sont tout simplement fermés. Alors, travaillez-vous? Lui ai-je demandé. Elle a gloussé. Cela valait la peine de mourir pour ça. Je voulais qu'elle recommence. Je ne travaille pas, idiot, a-t-elle répondu. Elle avait la plus jolie petite voix que l'on puisse imaginer. Elle était basse, avec une sorte de souffle, un peu rauque. Je me suis dit qu'elle ressemblerait beaucoup à Ripley quand elle serait grande. Je suis trop petite pour travailler. Quel âge as-tu? J'ai demandé. Elle a levé 3 de ses petits doigts parfaits. 3, ai-je dit. C'est un âge parfait. Tu es une très belle petite fille, tu le savais. Elle a cligné ses immenses yeux bleus. Oui, je le sais, dit-elle. Nous avons ri toutes les deux. J'ai levé les yeux vers Ripley. Elle nous regardait avec une drôle d'expression sur le visage. C'est le gros calibre, dit-elle. De quoi tu parles, Ripley? J'ai demandé. Regardez-la, a-t-elle dit. Regarde-la. J'ai regardé. Elle était magnifique. Je n'avais toujours aucune idée de ce dont Ripley parlait. Elle a parlé. Kane, je peux aller nager dans ta piscine? Bien sûr, McKenna, ai-je dit. Tout de suite? Elle a acquiescé. Ta robe serait mouillée, chérie, a dit Ripley. L'enlever, a suggéré McKenna avec espoir. Ripley m'a jeté un coup d'œil. Qu'est-ce qui se passe? J'ai haussé les épaules. D'accord, chérie, dit-elle. Je vais rester ici et parler à Kane. Merde, j'étais coincé. McKenna, tu vois ce trou noir peint sur le côté de la piscine? J'ai demandé. Elle a regardé. C'est quoi un 3, a-t-elle demandé. J'ai pris une de ses petites mains potelées et j'ai tracé le chiffre dans la paume. Ça ressemble à ça. Elle a hoché la tête. Oui, je le vois. Ne va pas plus loin, ai-je dit. D'accord, dit-elle. Pourquoi? C'est trop profond pour toi au-delà, lui ai-je dit. Elle a acquiescé de nouveau, a enlevé ses chaussures, a passé sa petite robe blanche par-dessus sa tête et l'a tendue à Ripley. Tiens ça, maman, a-t-elle dit. Elle a couru en riant jusqu'aux marches, en culotte, et s'est mise à éclabousser en quelques secondes. Je suis resté figé. Elle avait appelé Ripley, Mama. Lorsque j'ai pu réfléchir à nouveau, Ripley s'installait dans la chaise à côté de la mienne, une de mes bières dans une main et une part de ma pizza dans l'autre. Mais qu'est-ce que tu fais, ai-je dit. Tu l'aimes bien, a-t-elle demandé. Elle est belle, n'est-ce pas? Elle est aussi très gentille. Je sais que tu vas l'aimer, Kane. J'ai bafouillé pendant 1 minute. Oui, elle est magnifique. Mama? Elle est à toi, Ripley. Quand est-ce que c'est arrivé? Eh bien, il y a 3 ans, évidemment, dit-elle en riant. Oui, elle est à moi, Kane. Elle peut être à toi aussi, si ça t'intéresse. Mon cerveau était très stupide. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Qu'est-ce qui se passe ici, Ripley? Pourquoi l'as-tu amené ici? Pourquoi es-tu ici? Tu m'as quitté, tu te souviens. Tu avais besoin de te retrouver. Pourquoi ne peux-tu pas me laisser tranquille? Elle rit à nouveau. À laquelle de ces questions veux-tu que je réponde en premier? Que penses-tu de ça? Je l'ai amenée ici pour qu'elle rencontre son père. Cela fait 3 ans que j'essaie de le faire, mais tu es trop lâche pour m'affronter afin que je puisse te présenter. Si tu ne t'étais pas enfui à la cave, tu aurais vu Kelly la déposer. Je commençais à paniquer. Son père? Je ne suis pas. C'est quoi ce bordel, Ripley? Je ne suis pas un lâche, tu ne peux pas te mettre dans la tête que je ne veux pas être près de toi? Je pense qu'il est temps pour vous de partir. Je ne pars pas, dit-elle. Tu devras appeler la police pour te débarrasser de moi. Tu veux vraiment te débarrasser d'elle? Elle fait un signe de tête en direction de la piscine.
Tu es son père, Kane. Regarde là, tu ne le sens pas. Cette petite beauté mouillée avait trouvé quelques jouets de piscine et s'amusait joyeusement avec. Je ferais mieux d'aller lui chercher des serviettes, ai-je dit. J'avais une énorme boule dans la gorge et je sentais que je commençais à perdre le contrôle dont j'avais désespérément besoin avec Ripley. Je me suis levé, je suis entré et j'ai pris de grandes serviettes moelleuses. Atlas m'a regardé d'un air endormi, s'est levé d'un bond et m'a suivi. Il a vu Ripley et son moignon de queue s'est mis à remuer furieusement. Puis il aperçut McKenna et se mit à gigoter de tous ses membres. Il a trotté jusqu'à Ripley qui l'a entouré de ses bras. Voilà le grand garçon de maman, chantonne-t-elle. Il lui a léché le visage, son énorme langue rose le recouvrant presque entièrement. Elle a levé les yeux vers moi, un peu de bave tombant de son menton, et elle a ri. Est-ce qu'une de ces serviettes est pour moi? Je n'ai pas pu m'empêcher de glousser. Tous les mastifs bavent. Les napolitains bavent plus que la plupart des autres. Atlas est un mâle mastif napolitain de 160 kilos. Je l'ai eu comme chiot quand Ripley et moi étions encore mariés. Oui, lui disait-elle en roucoulant. Maman t'aime vraiment. Tu lui as beaucoup manqué. Cela m'a mis de mauvaise humeur. Il me semblait me souvenir que c'était elle qui était partie. S'il lui avait tant manqué, elle connaissait le remède. McKenna l'a vue et a poussé un cri de joie. Elle est montée en éclaboussant les marches de la piscine et je l'ai enveloppée dans une des serviettes. C'est Atlas, demanda-t-elle. Maman m'a parlé de lui. Je peux le caresser? Oui, il adorerait ça, lui ai-je dit. Elle a couru sur la pointe des pieds jusqu'à lui et sa mère et lui a passé les bras autour du cou. Il haletait de joie, toute cette peau ridée et lâche s'agitant sous l'effet de l'effort. Elle leva les yeux vers sa mère. Je le veux, maman, dit-elle. Ripley m'a regardé et a levé un sourcil. Elle sécha McKenna, lui glissa sa robe par-dessus la tête et la regarda s'éloigner en lançant la balle d'Atlas pour qu'il la poursuive. Je ne te crois pas, lui ai-je dit. Oui, je sais, dit-elle. J'obtiendrai des preuves. Je ferai faire un test ADN. Je ne t'ai jamais été infidèle, Kane. Tu le sais. Je ne le savais pas du tout, mais cela n'avait pas d'importance. J'ai besoin de voir cette preuve, lui ai-je dit. Sa lèvre inférieure a fait une moue. C'était adorable et ça donnait envie de l'embrasser et de sucer cette lèvre gonflée. Jusqu'à ce qu'elle vous brise le cœur. Je me doutais bien que tu dirais ça. Vous allez devoir coopérer. Je vais avoir besoin d'un prélèvement de joue. Je l'aurais fait depuis longtemps si vous ne vous enfuyiez pas à chaque fois que j'essayais de vous parler. J'ai commencé à perdre espoir de vous rencontrer. Tu t'es bien caché. Ripley, tu m'as quitté, tu te souviens. J'ai dit. Tu n'étais pas heureuse. C'est ce que tu m'as dit. Nous nous sommes mariés trop jeunes, il y avait toute la vie qui t'attendait dehors et tu voulais l'explorer. C'est ce que tu as dit, et c'est ce que tu as fait. Tu as déchiré mon cœur. Je t'ai aimé avec tout ce que j'avais. Cela ne t'a pas suffi. Tu voulais plus. Je ne sais pas ce que tu voulais. Je sais seulement que tu as déménagé, que tu as continué ton chemin, que tu as exploré, ou quoi que ce soit d'autre. Bien, tu avais tous les droits de faire ce que tu voulais. Cela fait 3 ans. Pourquoi es-tu ici? Ne me raconte pas de conneries. Kane, est-ce que j'ai divorcé? A-t-elle demandé. Non, tu m'as juste quitté, ai-je dit. C'est vrai, dit-elle. Tu as divorcé de moi, pas l'inverse. À quoi t'attendais-tu? Ai-je demandé. Pas à cela, dit-elle. Pourquoi penses-tu que je ne pensais pas exactement ce que j'ai dit, Kane? Eh bien, il y a le fait que je t'ai vu au White Rhino avec The Big Dog, ai-je dit. Il a les cheveux noirs et les yeux bleus, n'est-ce pas? Espèce de salaud, a-t-elle pratiquement craché. Toi aussi. Charles est un collègue, nous étions là pour un spectacle en direct, et c'est le plus grand salaud de la planète. Quoi, tu pensais que je serais volontairement avec lui n'importe où? J'ai eu l'impression que tu t'amusais bien, ai-je dit. Je suis une artiste, a-t-elle grogné. C'était la Ripley dont je me souvenais. Alors, comment se passent les recherches, demandai-je. Tu t'es trouvé? Bon sang, tu peux vraiment être un connard parfois, Kane. Elle inspira profondément. Je ne suis pas venu ici pour me disputer avec toi, bien au contraire. J'ai besoin de t'expliquer certaines choses. Je ne veux pas l'entendre, dis-je. Eh bien, c'est dommage, a-t-elle rétorqué. Tu as une fille, Kane. Je suis sa mère. C'est notre fille et tu dois m'écouter. Elle a besoin de son père dans sa vie. Peut-être que le grand chien serait intéressé d'entendre ton histoire, ai-je dit. Elle soupire. Kane, il y a des choses que tu dois savoir. Je n'ai jamais voulu que les choses se passent comme elles se sont passées. Je n'ai jamais eu l'intention de te faire autant de mal. J'avais 24 ans, pour l'amour de Dieu.
Nous nous sommes mariés à 19 ans. J'avais l'impression d'étouffer. Je ne te quittais pas, j'avais juste besoin d'un peu d'espace. J'ai essayé de te l'expliquer, mais je crains de ne pas avoir fait un très bon travail. Tu es devenu nucléaire et tu as divorcé. Tu as déménagé en Alaska, pour l'amour de Dieu. L'Alaska, Kane, vraiment. C'est l'endroit où tu pensais pouvoir t'éloigner le plus possible de moi. Oui, en fait, c'est le cas, ai-je dit. Tu as déménagé, tu m'as quitté. On parlait de fonder une famille, et puis en un mois, tout est parti en vrille. Tu es parti. C'est ton choix. Oui, j'ai déménagé, a-t-elle dit. J'avais peur. J'étais en train de me perdre. L'idée d'avoir un bébé m'effrayait au plus haut point. J'ai paniqué. Je sais que cela vous semble être un tas de conneries. C'est le cas pour moi aussi, maintenant que je ne suis plus un bébé stupide et immature. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas de moi, qu'il n'y avait que nous et que je perdais mon identité. J'ai paniqué et je suis devenu stupide, d'accord? Je n'ai jamais voulu te quitter. Je voulais juste un peu d'espace, un peu de temps pour comprendre qui était vraiment Ripley et ce qu'elle était. Je pensais que je te verrais chaque semaine, que je te ferais l'amour, que ce serait comme lorsque nous sortions ensemble. Je ne te quittais pas, Kane. Je ne voulais pas d'un autre homme, je voulais que nous restions exclusifs, mais tu étais trop occupé à me crier dessus pour comprendre cela. J'essayais juste de m'établir en tant que personne à part entière. Je pensais qu'il suffirait de quelques mois et que je reviendrais vivre ici. Je t'aimais, Kane. Je t'aime toujours. Tu m'as fait beaucoup de mal en devenant fou comme ça. Je sais que je t'ai blessé aussi, et je dois te dire à quel point je suis désolé pour ça. Je suis désolé, Kane. J'ai tout gâché. Je n'ai jamais voulu que cela arrive, mais c'est arrivé. J'ai repensé à notre dernière conversation. Je criais, j'étais furieux et frustré. Elle m'avait dit qu'elle déménageait une semaine auparavant et ma colère, ma blessure et mon insécurité s'étaient accumulées toute la semaine. Lorsqu'elle est arrivée avec le camion et que j'ai su qu'elle partait vraiment, tout est sorti. Ce n'était pas beau à voir et c'était la dernière fois que je lui parlais. Oh, elle avait essayé. Mais je n'étais pas en état de faire quoi que ce soit avec elle. Je n'étais pas non plus en état de le faire ce jour-là. Que attendez-vous de moi, Ripley? J'ai demandé. Tout va bien, Ripley? Je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Tu t'en rends compte, n'est-ce pas? Je pense que tu as cherché à trouver ton identité en dormant dans la ville. Je ne sais pas à quoi vous jouez ici, mais je pense que vous devriez partir. Elle poussa un soupir exaspéré. Je m'attendais à tout cela, Kane. Cela ne rend pas les choses plus faciles à entendre, mais je m'attendais à ce que tu te sentes exactement comme ça. Tu ne m'as jamais donné l'occasion de t'expliquer ce qui se passait. Tu ne t'es jamais présenté au tribunal, tu m'as évité comme la peste et tu t'es enfui à chaque fois que je t'ai retrouvé. Tu sais que le tribunal a ordonné un suivi psychologique, n'est-ce pas? Le problème, c'est que tu étais en Alaska et que tu n'étais pas joignable. J'ai fini par abandonner et j'ai laissé passer. Donnez-moi une chance, c'est tout ce que je demande. Laissez-moi venir vous parler. Laissez-nous venir vous parler. Si ce n'est pas pour moi, faites-le pour elle. Elle fit un signe de tête à McKenna, s'avançant vers nous en passant son bras sur le large dos d'Atlas. Et elle, Kane? Je ne pouvais rien dire parce que McKenna se tenait à côté de moi. J'aime Atlas, dit-elle. Kane, quand tu seras mon papa, est-ce que je pourrai rester ici et jouer avec lui de temps en temps? Ce n'était pas juste. Il n'y avait aucune chance que ce soit juste. C'est devenu encore pire quand elle est montée sur mes genoux et a posé sa petite tête bouclée sur ma poitrine. Prends-moi dans tes bras, a-t-elle dit. Elle s'est recroquevillée comme si elle s'installait. J'ai regardé Ripley avec insistance, mais elle s'est contentée de rire. Elle savait très bien que cette petite fille était irrésistible. J'ai quelques courses à faire, a-t-elle dit. Cela ne devrait pas me prendre plus de 2 heures. McKenna a l'air d'avoir sommeil. Peut-elle rester avec vous? Non, Ce magnifique petit visage s'est incliné vers moi et les yeux bleus endormis ont fait fondre mon âme. S'il te plaît, Kane. Maman fait des choses ennuyeuses et je suis très fatigué. Eh bien, rentrons à l'intérieur, ai-je dit. Je l'ai portée et elle était aussi légère qu'une petite plume. Ripley a porté les restes de pizza et la glacière. Je me suis assis sur le canapé et McKenna s'est mise en boule sur mes genoux. Elle se plaint d'avoir froid. J'ai pris un plaid sur le dossier du canapé et je l'ai mis sur elle. Elle s'est tortillée jusqu'à ce qu'elle soit à l'aise et sa respiration est devenue lente et profonde. J'ai entendu Ripley s'affairer dans la cuisine, mettre la pizza dans des tupperwares, puis dans le réfrigérateur. Elle m'a apporté une bière et l'a ouverte, la posant sur la table de façon à ce que je puisse l'atteindre. Elle s'était introduite chez moi et avait fait comme si elle avait le droit d'être là,
et elle s'en était tirée parce qu'elle savait que Makena me prendrait par le petit bout du nez en un rien de temps. Elle nous a regardé un long moment et j'ai vu des larmes couler dans ses yeux. Je ne m'y attendais pas. Le vert brillant de ses yeux s'est mis à scintiller et elle s'est retournée, a pris son sac à main et s'est dirigée vers la porte. Je ne devrais pas tarder, a-t-elle dit par-dessus son épaule. Sa voix avait une drôle de sonorité et je l'ai vue s'essuyer les yeux en fermant la porte. J'ai regardé un peu de sport à la télévision et j'ai bu ma bière. Makena soupirait doucement dans son sommeil de temps en temps, puis Ripley s'est agenouillé devant nous, nous observant. Je me suis un peu réveillé et Makena dormait toujours. Ripley a remarqué que j'étais réveillé et m'a tendu la main, prenant ma joue dans sa paume. Porte-la jusqu'à la voiture pour moi, Kane. Je me suis levé avec précaution, en essayant de ne pas déranger ma cargaison fatiguée, et je l'ai portée jusqu'à la voiture. Ripley ouvrit la porte arrière de son escalade et j'installai doucement Makena dans son siège. Il y avait un petit oreiller sur le siège à côté d'elle et je l'ai utilisé pour lui soutenir la tête. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai embrassé sa petite joue. Elle a soupiré et s'est mise dans une position plus confortable. Je me suis levé, Ripley a fait un pas vers moi, pressant toute sa chaleur contre moi, et elle m'a embrassé sur la joue. Merci, Kane, a-t-elle dit. Pouvons-nous passer un soir, quand tu auras fini ton travail? J'ai vraiment besoin de te parler. J'apporterai ce qu'il faut pour un test ADN. Je l'amènerai. S'il vous plaît. Vendredi à 18h, lui ai-je dit. Je ferai la cuisine. Je n'avais plus confiance en moi, je l'ai dépassé et je suis entré dans la maison sans me retourner. Je suis resté une minute le dos appuyé contre la porte fermée, puis j'ai secoué la tête pour me débarrasser des toiles d'araignée. J'avais passé une nuit d'enfer. Je ne valais rien au travail pour le reste de la semaine. Mon esprit ne cessait de ressasser cette sensation que j'avais eue, assis sur le canapé et tenant ce petit ange sur mes genoux. Les visions d'une rousse incroyablement sexy et passionnée remplissaient mes rêves la nuit et je me réveillais épuisé. Il y avait aussi quelque chose qui me tracassait, quelque chose que Ripley avait dit et dont je ne me souvenais pas tout à fait, mais qui était important. J'ai fini par m'en rendre compte jeudi. Elle avait dit que si j'étais resté à la cave, j'aurais vu ma mère déposer Makena. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je rendais régulièrement visite à mes parents, et ils n'avaient pas dit un mot sur Ripley ou sur la petite fille. Ripley, j'avais compris, j'avais fait comprendre que je ne voulais pas parler d'elle. Une petite fille qui pourrait être la mienne, qu'il garde? C'était une toute autre histoire. Ce soir-là, je me suis invité à dîner chez mes parents en prononçant ces 4 mots célèbres, il faut qu'on parle. J'étais encore bouleversé en arrivant à la maison, mais le dîner et le fait de parler d'autre chose m'ont calmé au point que j'ai pu écouter. Maman m'a dit qu'il ne m'avait pas parlé de Makena parce qu'il ne voulait pas avoir l'air de me pousser à me remettre avec Ripley. C'était assez juste, je suppose, et j'avais été assez véhémente sur le fait que je ne voulais pas parler d'elle. Il semble qu'ils aient été en contact avec elle, c'est-à-dire Ripley, depuis le début. Elle leur a raconté les mêmes conneries que celles qu'elle m'avait racontées, à savoir qu'elle devait se trouver elle-même et voir si elle pouvait s'en sortir seule. Cela n'avait toujours aucun sens pour moi, sa carrière était toute seule, et ça marchait du tonnerre. Et puis, les gens mariés ne sont-ils pas censés faire des choses ensemble? Je continuais à penser que la vraie raison était qu'elle voulait essayer quelqu'un d'autre ou plus d'un autre, avant que nous commencions à avoir des enfants. C'était la seule raison qui avait un sens pour moi, et je l'ai dit. Je ne pense pas que ce soit ça, dit maman. Je sais que ce qu'elle a dit est complètement fou, mais je pense qu'elle était vraiment sincère. Elle pensait que vous alliez vivre séparément pendant quelques mois, puis qu'elle reviendrait vivre avec vous. Elle avait l'intention de te rester fidèle, et pour autant que nous le sachions, elle l'a été jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. Vous voulez dire que vous avez gobé toutes ces conneries? Non, fiston, nous ne l'avons pas fait, dit papa. Nous lui avons dit que c'était la chose la plus stupide que nous ayons jamais entendu faire. Quand elle est venue nous voir en larmes parce que tu étais parti, nous lui avons demandé ce qu'elle attendait d'un tel coup. Tu sais, elle a dit qu'elle s'attendait à ce que tu sois contrarié pendant un certain temps, mais que tu te calmerais et attendrais qu'elle revienne. Lorsque nous avons fini de parler avec elle, elle savait qu'elle avait royalement merdé, mais aucun d'entre nous ne savait quoi faire pour arranger les choses. Nous ne savions même pas où tu étais. Nous n'avons pas eu le cœur de lui dire de s'en aller, reprend maman. Nous avons essayé de l'aider à se remettre les idées en place, je ne sais pas si nous avons eu beaucoup de succès. Puis elle nous a dit qu'elle était enceinte. Elle a juré que le bébé était le tien, mais nous ne l'avons pas vraiment cru. Nous avons tout de même essayé de l'aider à se préparer à devenir une mère responsable. Elle s'en est vraiment bien sortie, Kane. Elle est passée d'une princesse volage qui agissait sur n'importe quelle idée stupide qui lui passait par la tête, à une adulte responsable capable d'élever un enfant. Savais-tu qu'elle avait réduit son temps de parole à la radio, et qu'elle avait supprimé presque toutes ses apparitions à l'extérieur,
quand McKenna est née. Je ne le savais pas. Kane, je sais à quel point tu aimais Ripley, donc je sais à quel point cela t'a fait mal quand elle est partie. Je ne te blâme pas pour ce que tu as fait, a ajouté mon père. Ripley était totalement égoïste et incroyablement stupide quand elle t'a quitté, mais ce n'est plus la même fille. Ta mère et moi voyons beaucoup de bien en elle, surtout quand elle est avec McKenna. Je pense qu'il serait dans ton intérêt de lui donner une chance de te montrer comment elle a changé. Si vous ne le faites pas, et qu'elle décide que vous ne le ferez jamais, elle ne restera pas longtemps sur le marché. Je n'ai pas jugé utile de faire remarquer à mes parents que Ripley est, de son propre aveu, une artiste. Elle est douée pour tromper les gens. D'un autre côté, mes parents jugeaient assez bien les gens. La stupidité est une chose, le mensonge en est une autre, et ils étaient convaincus qu'elle avait simplement été stupide. Au moins, elle était cohérente, elle leur avait dit les mêmes choses qu'à moi. J'avais quelques idées en tête et j'ai pris mon vendredi pour aller pêcher. J'ai toujours trouvé cathartique le fait de trouver l'endroit idéal pour poser une mouche. Je suis seul dans ma tête, avec le bruit de l'eau qui coule, les mouvements de la canne à pêche et de la ligne qui s'unissent pour réaliser le lancer parfait. J'ai attrapé 2 gros arcs-en-ciel et un brin et je me suis senti beaucoup mieux. J'étais peut-être même assez confiant pour affronter Ripley et McKenna. Je me suis arrêté pour acheter des crevettes et les ingrédients nécessaires à la préparation d'un linguini Alfredo aux crevettes. J'ai fait cuire des légumes à la vapeur, j'ai mélangé une salade et j'ai ouvert une bouteille de vin. J'ai pris du jus de pomme pour McKenna et j'espère qu'elle l'aimera. Je détestais l'idée de m'exposer à nouveau à Ripley. Je ressentais encore la douleur et la rage de la dernière fois, et maintenant je la laissais ouvrir les fissures à nouveau. J'ai failli jeter le dîner. J'avais la casserole de pâtes dans les mains, mais je l'ai reposée sur la cuisinière. J'ai pensé à partir et à ne pas être là quand il se présenterait. D'un autre côté, peut-être que mes parents avaient raison et que je m'étais fait une fausse idée de ce qu'elle avait fait. J'ai vu Atlas lever la tête et ses petites oreilles se balancer d'avant en arrière. Il s'est levé en gémissant et est allé dans le salon. J'ai donc mélangé la sauce Alfredo, les pâtes et les crevettes et j'ai remué le tout. Je devais ajouter le parmesan, mais je le ferai juste avant de mettre le tout sur la table. On a sonné à la porte et je suis allé répondre. Ils étaient là. McKenna se cachait encore derrière Ripley, mais quand elle a vu Atlas, elle s'est avancée en dansant et l'a serré dans ses bras. Il n'a jamais aimé que je le prenne dans mes bras, mais il n'a pas eu l'air de s'inquiéter qu'elle le fasse. En fait, il s'est tortillé de tout son long. Elle était encore plus époustouflante que la dernière fois que je l'ai vue. Elle portait une jolie petite robe rouge et tous ses cheveux bouclés encadraient son visage comme une auréole. Ripley, elle était tout simplement Ripley. Elle portait une robe vert foncé et elle était éblouissante. Elle est grande et mince, mais elle a des courbes à tous les bons endroits. Sa taille est longue, fine et souple. Ses hanches sont magnifiquement galbées et elle a la silhouette la plus parfaite que l'on puisse imaginer. Mes yeux ont glissé sur le gonflement époustouflant de ses seins. Ils étaient mis en valeur et montraient un léger décolleté. Une chaîne en or plongeait dans cette vallée, à laquelle était attachée la petite dague en jade que je lui avais offerte pour son 18e anniversaire. Mes yeux ont glissé jusqu'à ce visage. Il a la forme d'un cœur, des pommettes hautes, un nez fin et patricien parsemé de taches de rousseur, d'immenses yeux émeraudes et des lèvres rouges bouffies qui se sont recourbées en un sourire. Elle tenait une tarte à la crème dans ses mains. « Bonjour Kane, est-ce que nous passons l'inspection ?» Elle a ri, et j'ai senti ce vieux frisson m'envahir. Je me suis éclairci la gorge. Oui, vous arrêteriez un train. Entrez. Je me suis écarté et elle est allée dans la cuisine mettre sa tarte au réfrigérateur. Elle avait l'air d'être chez elle. Je me suis agenouillé par terre devant McKenna. Bonjour, ma chérie, ai-je dit. J'ai essayé de parler d'une voix aussi douce que possible. Tu as passé une bonne journée? Ai-je demandé. Elle a cessé de serrer Atlas dans ses bras, a fait un pas vers moi et m'a passé les bras autour du cou. Je pouvais sentir sa petite joue douce contre la mienne. Elle s'est retirée et m'a regardé en face. Bonjour, Kane, dit-elle. Oui, je suis allé à la garderie et ils nous ont emmenés à un truc. Comment ça s'appelait, maman, a-t-elle demandé à Ripley. Le centre scientifique, dit Ripley en revenant dans le salon pour qu'elle puisse nous voir. Oui, ils nous ont emmenés là-bas, dit McKenna. J'ai bien aimé. Qu'avez-vous fait? Je suis allé pêcher, lui ai-je dit. Tu aimes pêcher? Je ne sais pas, dit-elle en haussant les épaules. Maman ne m'a jamais emmené pêcher. Eh bien, il va falloir remédier à cela, ai-je dit. Voudrais-tu aller pêcher avec Atlas et moi? Oui, dit-elle. Quand irons-nous? Il faudra voir ça avec ta mère, ai-je dit. Tu as faim? Oui, je meurs de faim, dit-elle. Maman a fait une tarte. J'ai vu, ai-je dit. Je l'ai prise dans mes bras et l'ai emmenée dans la salle à manger.
Il y avait un problème. Mes chaises étaient trop basses. Je suis allé chercher des coussins pour qu'elle puisse s'y asseoir et c'était bon. Je peux faire quelque chose? A demandé Ripley. Servir les boissons, ai-je dit. Nous sommes prêts. J'ai mis le fromage dedans et les remué jusqu'à ce qu'ils fondent, j'ai apporté le tout à la table, et le temps que je finisse, Ripley avait des boissons et nous nous sommes assis pour dîner. McKenna a bavardé joyeusement pendant tout ce temps et a évité que cela ne devienne gênant lorsque nous l'avons fait participer. Elle a semblé apprécier mes efforts en matière de cuisine et a redemandé des pâtes. Elle a tout mangé, même les légumes, et nous avons tous pris une part de tarte. C'était du chocolat, et très bon. Ripley avait acquis de nouvelles compétences. Elle brûlait les toasts quand nous étions mariés, alors je faisais la plupart de la cuisine. Après la tarte, nous sommes allés dans le salon et Ripley a mis un film d'animation pour McKenna. Nous nous sommes assis sur le canapé et McKenna s'est blottie contre moi pendant que Ripley enlevait ses chaussures et repliait ses jambes sous elle de cette façon impossible qu'ont les femmes. C'était délicieux, dit-elle. Tu n'as pas perdu la main en cuisine. Merci, ai-je dit. Ripley, je déteste gâcher l'ambiance, mais qu'est-ce que tu fais exactement? Je remets mon chapeau dans le ring, a-t-elle dit. Cela fait longtemps que j'essaie de m'expliquer avec vous. Je suis venu m'asseoir et te parler 3 jours après avoir déménagé. Tu n'étais plus là. Tu avais disparu. Quand j'ai su que tu étais de retour, j'ai essayé de te parler. Je ne connais pas ton numéro de téléphone, alors je n'ai pas pu t'appeler. Tu m'as bloqué pour que je ne puisse pas t'envoyer de mail. J'ai dû m'asseoir devant ton bureau une centaine de fois, une fois que j'ai su où tu travaillais. Je ne sais pas comment tu as fait, mais tu n'es jamais sorti. J'ai demandé à l'agent de sécurité de me dire quand tu étais là. Je suis sorti par une autre porte. Elle a fait un petit sourire triste. J'ai pensé que c'était probablement quelque chose comme ça. Je suis venu ici et je me suis garé dans la rue. Je t'ai vu partir, parfois, mais je n'ai jamais pu savoir si tu étais chez toi. Tu n'es jamais rentré pendant que j'étais ici. J'ai toujours vérifié, lui ai-je dit. Si je voyais ta voiture, j'allais ailleurs. C'est pourquoi je n'ai jamais eu l'occasion de te parler de McKenna, a-t-elle dit. Tu étais parti pendant toute la durée de ma grossesse. J'ai apporté le kit de test, Kane. Laisse-le quand tu partiras, lui ai-je dit. En supposant que tu me dises la vérité, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai besoin de mon mari, a-t-elle dit. McKenna a besoin de son père. C'est quoi ce bordel? J'ai dit, tu lâches une bombe sur ma vie. Tu lâches une bombe dans ma vie, tu déménages, après m'avoir donné des conseils psychologiques, tu reviens, tu lâches une autre bombe et tu me dis que tu as besoin de moi. Eh bien, j'avais besoin de toi, Ripley. Tu n'en avais rien à faire. J'ai jeté un coup d'œil à McKenna. Elle était plongée dans son film. Tu te fichais complètement que j'ai besoin de toi. Pourquoi devrais-je me soucier du fait que tu aies besoin de moi? Tu as tort sur ce point, dit-elle. D'accord, dis-moi où je me trompe, ai-je dit. Quoi, est-ce que mon co? J'ai regardé McKenna. Elle était toujours absorbée par son film. Je n'étais pas assez grand pour toi? Je ne l'ai pas fait pour toi. Ripley avait l'air horrifié. Oh, non, Kane, ne pense jamais ça. Ça n'a jamais été un problème pour nous. Tu le sais très bien. Non, tu as bouleversé mon monde. Tu es énorme. Je n'ai jamais. Jésus, Kane. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es vraiment un homme. Pourquoi les hommes pensent-ils des choses comme ça? Tu crois que toutes les femmes sont des reines de la taille? Tu crois qu'on est tout en train de halter pour une bite de 10 pouces? Es-tu une reine, maman? McKenna a répondu. Bon sang, elle écoutait. Ripley rit. Non, bébé, mais tu es une princesse. McKenna a gloussé. J'ai pensé que c'était une bonne idée. J'ai tendu la main et j'ai serré son genou. Elle m'a souri et ma vision s'est troublée. Je la veux, Ripley, ai-je dit. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je veux être avec elle. Je veux qu'elle reste avec moi, je la veux le week-end, je la veux pour Noël. D'accord, je pensais que c'était ce que tu ressentais, a-t-elle dit. Je sais ce que tu ressens. Le problème, c'est que je la veux aussi. On peut s'arranger. Je veux qu'elle passe la nuit ici, ai-je dit. Nous sommes une sorte d'ensemble, Kane, dit-elle. McKenna, voudrais-tu passer la nuit avec moi et Atlas, lui ai-je demandé. Oui, a répondu sa petite tête bouclée. Bébé, veux-tu rester avec seulement Kane et Atlas? Elle a secoué la tête, cette fois. Non, dit-elle. Elle était très catégorique. Je veux que tu restes aussi, maman. Je pourrais avoir besoin de toi. Tu ne dois pas penser à toi, Kane, a dit Ripley. Elle est plus importante que ça. Tu dois penser à ce qu'elle voudrait aussi.
Je travaillerai avec toi et tu pourras l'avoir presque quand tu voudras, mais tu dois aussi être sensible à ses besoins. C'était logique, alors j'ai acquiescé. Cela ne ressemblait pas non plus à l'ancienne Ripley. Je comprends. Ce n'est pas de ça que je voulais te parler, dit-elle. Kane, je dois te demander quelque chose. Quand je t'ai dit ce qui m'arrivait, j'ai été 100% honnête avec toi. Cela n'avait rien à voir avec, tu sais quoi. L'idée que tu n'es pas assez grand est ridicule. Les dons de 10 pouces intéressent les hommes, pas les femmes. Tu as lu trop de porno. C'est quoi le porno, maman, demande McKenna. Nous avons toutes les deux éclaté de rire. Ce n'est rien, McKenna, lui ai-je dit. C'est un peu comme le maïs, mais en plus dégueulasse. Tu n'auras jamais rien à faire avec ça. Ripley était presque hystérique. C'est trop, s'exclame-t-elle. De toute façon, il ne s'agissait pas de ça, Kane. Il s'agissait du fait que je n'étais pas une personne très mature. J'étais tellement amoureuse de toi. Je le suis toujours. J'avais l'impression d'être avalé et qu'il ne resterait plus rien de moi, et ça m'a fait peur. J'ai paniqué et j'ai fait quelque chose de stupide, d'accord? J'ai pensé que j'avais besoin de m'éloigner de toi pendant un moment. Je n'ai jamais voulu que ce soit permanent. Je pensais qu'on se verrait 2 fois par semaine et que... Elle regarde McKenna et ricane, je t'en mettrai plein la vue. Je sais que tout cela ressemble à des conneries. C'est le cas pour moi aujourd'hui, mais ce n'était pas le cas à l'époque. J'étais un enfant immature et je pensais comme tel. Pourquoi n'as-tu pas dit ça, ai-je demandé. On aurait dit que tu voulais que ce soit permanent pour moi. C'est ce que j'ai dit, a-t-elle insisté. J'ai dit exactement ça, mais soit je ne l'ai pas très bien dit, soit tu n'as pas très bien écouté. Ai-je jamais dit, une seule fois, je te quitte, Kane. Je ne veux plus être marié avec toi. Non, tu as dit, Kane, je ne sais pas comment le dire, mais je déménage. J'ai un appartement sur Pine Street et j'y emménage samedi prochain. J'ai besoin d'un peu de temps pour moi. J'ai besoin de trouver ma propre identité, ou quelque chose de stupide comme ça. Ma voix est devenue un peu plus forte et McKenna a levé les yeux vers moi. C'est bon, je suis désolé, dis-je. Ses yeux sont retournés à la télévision, mais je savais que ses oreilles étaient braquées sur Ripley et moi. Ça ne marchait pas. C'est trop gênant, a dit Ripley. Je veux que tu puisses dire ce que tu as à dire. Tu fais quelque chose demain? J'allais regarder du basket, boire de la bière, laver la voiture et passer l'aspirateur, ai-je dit. Pourquoi? Est-ce que je peux venir te chercher et t'emmener quelque part, a-t-elle demandé. Je vais demander à maman de garder McKenna. Je veux te dire certaines choses. Je veux que tu puisses me dire n'importe quoi. Tu veux bien faire ça pour moi, Kane? J'étais très méfiant. Où m'emmenez-vous? J'ai demandé. Bon sang, Kane, arrête d'être une telle mauviette, a-t-elle dit. Tu penses que je suis dangereuse? Tu crois que je complote pour te faire tomber et jeter ton corps dans le lac? Oui, et non, ai-je répondu. Je ne pense pas que tu veuilles me faire tomber, mais je pense que tu es dangereuse. Vous êtes la personne la plus dangereuse que j'ai jamais rencontrée. Cela la fait rire. S'il vous plaît, je serai là à 10 heures. Je t'aiderai à laver ta voiture après, d'accord? Le générique du film de McKenna défilait. D'accord, ai-je dit. Ne te fais pas trop d'illusions, Ripley. Je ne le ferai pas, a-t-elle promis. J'ai joué un peu avec McKenna et Atlas et il était temps pour eux de rentrer à la maison. McKenna m'a serré dans ses bras, Ripley m'a serré dans ses bras et m'a embrassé sur la joue. J'étais en train d'attacher McKenna dans son siège auto. Quand allons-nous passer la nuit avec vous, demanda-t-elle, et quand allez-vous m'emmener pêcher? Elle avait une mémoire à toute épreuve. Tu as un rendez-vous pour dimanche? Lui ai-je demandé. Elle a gloussé. Non, je n'ai pas de rendez-vous. Pourquoi veux-tu savoir? Si ta mère est d'accord, je t'emmènerai pêcher dimanche, lui dis-je. Il faudra qu'on parle du moment où tu pourras passer la nuit, d'accord? Oui, dit-elle. Elle hochait vigoureusement la tête et ses boucles rebondissaient. J'ai vraiment envie de passer la nuit ici. Est-ce qu'Atlas peut dormir avec moi? Je ne l'autorise pas à monter sur les lits, lui ai-je dit. Il sent un peu mauvais. Nous pouvons apporter son lit dans ta chambre et il pourra dormir par terre à côté de ton lit. Elle a réfléchi pendant 1 minute. Elle a réfléchi pendant 1 minute et a dit, d'accord. Ripley, est-ce qu'elle peut aller à la pêche? J'ai demandé. Bien sûr, a-t-elle répondu. Je te vois à 10 heures. J'ai fait des cauchemars cette nuit-là. Une petite fille aux cheveux noirs était dévorée par un poisson géant et je courais pour la sauver. Je courais dans la mélasse et il me fallait une éternité pour arriver à destination. Je me suis redressé, le cœur battant la chamade. Je transpirais abondamment et il était 4 heures du matin. Je me suis levé et je me suis essuyé,
l'adrénaline circulant dans mes veines. Je me suis recouché. Il m'a fallu un certain temps pour me sortir cette image de la tête, mais l'instant d'après, il était 9 heures et l'alarme de mon téléphone sonnait. Je me suis levé, j'ai pris une douche rapide, je me suis habillé et j'ai mangé un muffin. J'en étais à ma deuxième tasse de café quand Atlas s'est levé et s'est dirigé vers la porte. La porte a sonné, comme prévu, et Ripley était là. « Tu veux une tasse de café ?» lui demandai-je. « Il en reste un. Je ne veux pas le jeter. »« Vous avez une tasse à emporter ?» a-t-elle demandé. « Je veux commencer. » J'ai fouillé et j'en ai pris 2. J'ai versé le sien et j'ai mis le mien dans l'autre. « Atlas peut-il partir ?» lui ai-je demandé. « Bien sûr » a-t-elle répondu. « Tu pourrais lui donner une couverture ou quelque chose comme ça. Nous aurons 2 voitures à nettoyer si vous ne le faites pas. » J'ai pris le vieil édredon que j'utilisais dans ma voiture et nous l'avons suivi. Elle portait un short kaki et une chemise verte dont la queue était nouée, laissant apparaître son nombril. Il y avait un petit diamant à l'intérieur. C'était nouveau. Elle remplissait ce short à la perfection et à la façon dont elle rebondissait, je pouvais dire qu'elle n'avait pas de soutien-gorge. Elle m'a surpris en train de regarder et m'a lancé un sourire malicieux. Nous avions toujours eu en commun l'amour des voitures. Elle ne conduisait pas l'escalade ce jour-là. Ce devait être sa voiture à elle. J'ai été impressionné. Elle était argentée et je savais que c'était une Mercedes, mais c'était tout. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. « C'est un coupé CL 2003, dit-elle. 2 turbos, Kane. 830 lbp de couple. Je peux conduire ? J'ai demandé. Elle a ri. Bien sûr que non. Quand tu me laisseras conduire la 442, je te laisserai conduire celle-ci. D'accord, tu peux la conduire, ai-je dit. Elle a penché la tête et levé un sourcil. C'est vrai, comme si je te faisais vraiment confiance. Tu ne m'as jamais laissé conduire. Je te laisserai conduire et tu reviendras sur ta décision, je te connais. Elle ouvrit la portière et étendit la couverture sur la banquette arrière. Elle se recula et Atlas monta lentement. Il haletait déjà et 2 fils blancs pendaient de ses bajoux. Elle les essuie avec un coin de la couverture. Elle démarre la voiture et met l'air à fond. Ce n'est pas grave. Il haletait toujours en voiture. Nous avons roulé pendant 30 minutes, et je savais où nous allions. Et, tu vas vraiment me tuer et jeter mon corps dans le lac, ai-je dit. Atlas te mordra si tu me fais du mal. Non, le chiot ne mordrait jamais maman, n'est-ce pas? Il haletait joyeusement. Il faisait très froid dans la voiture. Je sentais du givre se former sur ma moustache. J'ai regardé Ripley, dont les seins essayaient de faire des trous dans sa chemise. Elle m'a vu. Elle a jeté un coup d'œil vers le bas et s'est esclaffée. Il fait un peu froid, non? Tu voulais l'amener. Ça ne me dérangeait pas du tout de regarder ses petits boutons, mais je n'allais pas le lui faire savoir. J'ai grogné et j'ai détourné le regard. J'ai regardé à nouveau au bout d'1 minute, quand j'ai pensé qu'elle ne regardait pas. Nous nous sommes arrêtés à la marina, elle s'est garée et a ouvert le coffre. Je suis sorti et j'ai laissé Atlas sortir. Je lui ai passé la laisse. La plupart des gens sont un peu intimidés lorsqu'ils voient une bête de 160 kg marcher vers eux, à moins qu'elle ne soit tenue en laisse. Ripley a sorti un grand panier et une glacière du coffre. J'ai saisi une poignée de la glacière et elle a porté le panier. Nous sommes descendus sur le port de Plaisance et elle a fait un signe de tête vers la gauche. Nous avons marché une 50aine de mètres et elle nous a indiqué un joli bateau de croisière amarré là. C'est celui-là, dit-elle. Nous sommes montés à bord et avons aidé Atlas à s'installer. Un ouvrier a largué les amarres et Ripley nous a fait sortir de la zone d'interdiction de sillage avant de remettre les gaz et de faire décoller le gros bateau. Elle nous a fait parcourir environ 5 miles sur le lac et s'est arrêtée dans une crique. « Attachez-nous à cet arbre » m'a-t-elle dit. Elle a coupé les moteurs et j'ai attaché le bateau. « À qui appartient ce bateau » ai-je demandé. « C'est le mien » a-t-elle répondu. « Je l'ai depuis environ 6 mois. Vous vous débrouillez bien, n'est-ce pas » J'ai dit, « J'ai signé un gros contrat. » J'ai signé un gros contrat, a-t-elle dit. C'est ma prime de signature. Bon sang, Ripley, tu cours avec les grands garçons, ai-je dit. Tu veux une bière, a-t-elle demandé. J'en ai pris une et nous sommes allés sur la terrasse avant. Nous nous sommes assis face à face sur les coussins et j'ai su que les gros coups allaient commencer. Ok, je vais te le donner, a-t-elle dit. Tu n'aimeras peut-être pas ça, mais si tu m'écoutes, je t'écouterai, d'accord? Vous attendez de moi que je reste assise ici, ai-je demandé. Non, j'aimerais bien, mais je ne m'y-attends pas, dit-elle. J'ai grogné. Elle s'est adossée au coussin et a étiré ses jambes incroyablement longues. Kane, je t'aime, a-t-elle dit. Je t'aime depuis notre premier rendez-vous. Je n'ai jamais arrêté et je ne pense pas que je le ferai un jour.
Tu es le seul homme que j'ai jamais aimé. Tu es celui qu'il me faut. Quand je suis venu te voir et que je t'ai dit que j'avais besoin de m'éloigner un peu, je n'ai jamais voulu dire de façon permanente. Je ne pensais même pas à un autre homme. J'étais toujours aussi amoureux de toi. Je pensais que j'étais trop amoureux de toi. Je me suis trompé. Je ne le savais pas à l'époque, mais j'avais tort. Je déteste dire cela, Ripley, mais cela ressemble à un remords d'acheteur. On dirait que tu es allé chercher ce que tu pensais vouloir et que ça ne s'est pas passé comme tu le pensais. Non, vous vous trompez, dit-elle. Ce que je regrette, c'est la façon dont je l'ai fait, pas que je l'ai fait. J'ai grandi, Kane. J'étais une jeune fille stupide et superficielle. Je suis une femme maintenant. J'ai fait ce que je devais faire et si tu ne t'étais pas enfui comme tu l'as fait, cela aurait été beaucoup plus facile pour nous deux. Je ne suis pas sûr que ce soit une mauvaise chose. Tu n'es pas sûr que c'était une mauvaise chose? C'était certainement une mauvaise chose pour moi, je peux te le dire. Tu me dis que tu ne regrettes pas de m'avoir quitté? Je n'avais pas l'intention de te quitter, Kane, je te le répète. J'ai déménagé. Ce n'est pas pareil. C'est de la merde, mais fais comme tu veux. Tu avais quelque chose à faire, alors au lieu d'essayer d'arranger les choses ensemble, tu as déménagé. Et maintenant, tu me dis que tout aurait été parfait si j'étais resté seul à la maison à attendre que tu décides de revenir vers moi. Je n'ai pas dit que j'étais intelligent, Kane, et je t'ai déjà dit que j'étais désolé de t'avoir fait tant de mal. Je ne peux pas vraiment le regretter, cependant, parce que pendant que j'étais loin, j'ai grandi. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai dû grandir rapidement. Quand l'as-tu découvert, demandai-je. Pas avant un certain temps, dit-elle. Je n'ai pas vraiment pensé à l'absence de mes règles. La première chose que j'ai remarquée, c'est que j'avais un peu la nausée le matin. J'ai simplement pensé que j'avais un microbe. Cela n'a pas disparu et je suis allé chez le médecin. C'est là que j'ai appris que j'étais enceinte de 9 semaines. J'étais à 9 semaines de grossesse. Tu savais que c'était la mienne? J'ai demandé. Kane, il n'y a jamais eu de doute, a-t-elle dit. Tu es le seul homme que j'ai autorisé à me toucher de manière intime depuis le moment où nous avons commencé à sortir ensemble jusqu'au jour où notre divorce a été prononcé. Vous ne pouviez pas attendre que l'encre sèche, ai-je demandé. Elle m'a regardé et elle était en colère. Ses yeux brillent. Non, et je n'ai jamais touché personne avant la naissance de McKenna non plus, a-t-elle dit. J'ai eu l'impression qu'elle jouait un jeu, qu'est-ce que tu dis, Ripley? Je vous dis simplement que l'identité du père de McKenna ne fait aucun doute. D'accord, on peut laisser tomber pour l'instant. D'accord, continuez, ai-je dit. J'essaierai de ne rien dire à moins d'avoir une question à poser. Elle a acquiescé. Kane, je ne te quittais pas. Je voulais être ta femme. Je n'ai rien voulu d'autre depuis notre premier rendez-vous. Je voulais juste avoir une chance de voir si je pouvais m'en sortir toute seule. Nous étions ensemble depuis mon 2e semestre de première année. J'ai vécu avec mes parents, j'ai vécu un semestre dans les dortoirs et ensuite j'ai emménagé avec toi. Ripley, ça n'a pas de sens. Tu te débrouillais déjà toute seule. Tu étais une célébrité à 21 ans, et ce n'était pas comme si tu faisais partie d'une équipe ou quoi que ce soit d'autre. Il n'y avait que toi. Elle réfléchit un instant. Oui, je crois que c'est ce qu'on dirait. Kane, la Ripley O'Keefe que tout le monde croit connaître n'existe pas vraiment. C'est un personnage que j'ai inventé et que je joue très bien. Elle a beaucoup de points communs avec moi, mais elle n'est pas moi. C'est le cas de beaucoup d'artistes, je pense. Ma carrière, toutes ces choses, dit-elle en agitant sa main autour du bateau, c'est elle, ce n'est pas vraiment moi. Lorsque j'étais en public, les gens s'attendaient toujours à la rencontrer, elle, pas moi. J'ai commencé à me demander si j'existais encore vraiment. Vous savez, je n'ai jamais vraiment vécu seule. Je n'étais pas très différente, lui ai-je dit. Oui, je le sais, dit-elle. La différence, c'est que je pensais que tu te débrouillerais très bien sans moi. Je ne savais pas comment je serais sans toi. J'avais besoin d'apprendre à me faire confiance. Cela n'avait rien à voir avec toi ou avec nous, c'était moi. J'avais besoin de me faire confiance, de savoir que j'étais capable de voler de mes propres ailes. J'ai tout gâché. Je suis vraiment, vraiment désolé. Je n'ai jamais voulu que ce qui s'est passé se produise. Je n'ai pas compris à quel point tu étais bouleversé, je n'ai pas compris à quel point je t'affectais et te blessais. Je savais que tu n'aimais pas l'idée, mais j'avais besoin d'essayer par moi-même. J'étais jeune et stupide, Kane. J'ai découvert à quel point j'étais stupide quand tu es parti. Eh bien, ça m'a semblé être du charabia, ai-je dit. J'ai eu l'impression que tu me disais que je ne te suffisais pas, que tu cherchais une amélioration et que je n'étais pas ce dont tu avais besoin. Non, non, ce n'était pas du tout ça. Elle avait des larmes dans ses yeux incroyablement grands. J'avais besoin de toi plus que jamais.
J'avais besoin que tu sois là pour moi, que tu m'aides à voir que j'étais une personne à part entière. J'avais juste besoin de trouver les bons mots pour te dire à quel point je t'aimais et que je ne te quittais pas, que tu n'avais rien fait de mal, que c'était moi, mais quand je me suis ressaisi, 3 jours plus tard, tu étais parti. Je pensais que tu voulais que je parte, ai-je dit. Non. Elle est tombée à genoux devant moi et m'a pris les mains. Je n'ai jamais voulu ça. Mon Dieu, Kane, je t'ai cherché partout. J'ai appelé tous ceux que je connaissais. Je suis rentré chez moi et j'ai pleuré. Bon sang, j'ai pleuré si fort. Tes parents ne savaient pas où tu étais, tu as quitté ton travail, tu as disparu. Je ne suis pas allé travailler pendant 2 semaines, j'ai passé chaque minute à penser à toi, à te chercher, à essayer de te retrouver. Puis j'ai reçu les papiers du divorce par la poste. Je croyais que c'était ce que tu voulais, et je répétais. Eh bien, tu avais tort, dit-elle. C'est là que j'ai découvert que tu étais en Alaska. Votre avocat me l'a dit. Je suis allé au tribunal et j'ai demandé une aide psychologique. Le juge a accepté, mais il n'y avait aucun moyen de te faire venir ici. J'aurais pu tout expliquer. Puis j'ai découvert que j'étais enceinte. Qu'est-ce que tu as fait, ai-je demandé. Je me suis effondré, a-t-elle dit. Je me suis demandé comment cela avait pu arriver. Je prenais la pilule, pour l'amour de Dieu. Tu étais le seul homme qui m'ait jamais fait l'amour. Je savais que le bébé était le nôtre, mais j'avais tellement tout gâché que je ne savais pas quoi faire. Alors, je suis allé voir tes parents. Je leur ai tout raconté. Je leur ai dit à quel point j'avais été stupide. Ils étaient d'accord avec moi, je le voyais bien, mais ils ne m'ont jamais dit un mot de travers, dit-elle. Ils se sont occupés de moi pendant 1 semaine. Je suis resté avec eux. Tu as des parents merveilleux, Kane. Ils sont allés au cours d'accouchement avec moi, m'ont emmené chez le médecin, ta mère était dans la chambre avec moi quand McKenna est née. Elle a été la première à la prendre dans ses bras. Je ne suis même pas sûr qu'ils aient cru qu'elle était la nôtre, mais ils ont été mes rocs. Je me suis assise, essayant d'assimiler tout cela. Je ne savais pas quoi penser ni quoi faire. Qu'est-ce que tu veux, Ripley, ai-je finalement demandé. Qu'est-ce que tu veux de moi? Tu sais exactement ce que je veux, a-t-elle dit. Pourquoi es-tu si lâche, Kane? Je me suis levé d'un bond. Ça suffit. J'ai crié. Si tout ce que tu peux faire, c'est lancer des insultes alors que c'est toi qui as foiré et qui t'es éloigné, alors c'est fini. Ramène-moi, Ripley. Elle s'est agenouillée et m'a regardé. Non, a-t-elle dit. Je me suis précipité sur le siège du conducteur. Ces foutues clés n'étaient plus là. Où sont les clés? Je ne te les donnerai pas, a-t-elle dit. Nous restons ici jusqu'à ce que nous ayons fini. J'ai fini maintenant, lui ai-je dit. Tu t'enfuis encore, a-t-elle demandé. Comment ça se passe pour toi, Kane? Tu es malheureux. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas laisser tomber McKenna? Retourner en Alaska? Pourquoi ne pas essayer la Sibérie, cette fois? Assieds-toi et arrête de me donner raison. Votre solution au problème est de fuir. Ça ne marchera pas cette fois. Vous n'êtes pas du genre à abandonner votre fille. N'avez-vous pas promis de l'emmener pêcher demain? Je me sentais incroyablement fatigué. Je suis retourné m'asseoir. Elle m'avait pris au piège. Je repose la question. Que attendez-vous de moi, Ripley? Je suis là, Kane, a-t-elle dit. Je suis là. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'ai toujours aimé. Je pense que tu m'aimes. Je te demande une chance. C'est tout ce que je veux, juste une chance. Je te demande de me laisser prouver que j'ai grandi. Emmène McKenna à la pêche. Je sais que tu aimes ça et je suis sûr qu'elle aimera ça aussi. Apprends à la connaître. Tomber amoureux d'elle. Elle rendra ta vie spéciale à nouveau. J'ai dû sourire à cette pensée. Je suis sûr qu'elle le fera. C'est ce que je veux faire, Ripley. C'est tout? Non, tu sais que ce n'est pas ça, a-t-elle dit. Je fais le premier pas parce que j'ai tout gâché. Je t'invite à sortir. J'ai une soirée de charité mardi soir. Je veux que tu m'emmènes. Après, je veux que tu m'emmènes danser. Pas tard, parce qu'on doit aller chercher McKenna. Tes parents ont accepté de la garder. Ensuite, je veux que tu nous laisses passer la nuit chez toi. Nous resterons dans ta chambre d'amis. Je préparerai le petit déjeuner demain matin. Tu veux bien? J'ai réfléchi 1 minute. J'ai posé une condition, ai-je dit. Elle a pris un air dubitatif. Quelle condition? Je prépare le petit déjeuner, ai-je dit. Elle a ri et cela m'a donné le même frisson. C'est peut-être mieux, a-t-elle dit. Je fais la cuisine, maintenant. J'ai un bébé à nourrir. Il fallait que j'apprenne. Et maintenant, ai-je demandé. Vous allez me tenir en otage ici? Oui, dit-elle.
J'ai envie de me baigner. Ça te dit? J'ai oublié mon maillot de bain, ai-je dit. Tu n'as pas dit qu'on allait faire un tour en bateau. Tu te souviens quand tu m'as emmené faire du canoë le jour de la fête du travail, la première année de notre mariage, a-t-elle demandé. Je m'en souviens. C'était assez mémorable. Nous nous étions arrêtés à un bar de gravier pour déjeuner. Elle s'était déshabillée et m'avait attiré dans l'eau. Nous avons fini par faire l'amour, d'abord sur la couverture, puis avec elle penchée sur le canoë que nous avions retourné sur la berge. Ripley, je ne pense pas. J'ai commencé. Elle s'est levée et a commencé à déboutonner lentement son chemisier. J'avais la gorge sèche et j'ai bu une gorgée de ma bouteille d'eau. Elle a ouvert la queue de son chemisier et ses seins phénoménaux sont apparus dans toute leur splendeur. J'avais raison, elle n'avait pas de soutien-gorge. Ils étaient aussi appétissants que la dernière fois que je les avais vus. Plus encore, je crois. Elle semblait plus grosse. Ce sont toujours des globes parfaitement formés, posés haut et fiers sur sa poitrine. Les taches de rousseur dont je me souvenais si bien étaient parsemées sur le dessus, s'estompant pour devenir d'un blanc crème transparent. Je me suis léché les lèvres et elle a ri, en voyant des ondes à travers les lourdes bosses. Je vois que tu les aimes toujours, dit-elle en jetant un coup d'œil à la bosse qui se formait dans mon short. Elle plaisantait, bien sûr. Ripley dégage plus de sensualité qu'il n'est possible de décrire. Tout en elle crie sensualité en lettres de néon de 30 cm de haut. Elle est magnifique, mais ce n'est pas tout. Elle a la capacité de rendre les hommes fous. Nous sommes tous des imbéciles lorsqu'il s'agit de femmes, de toute façon, mais Ripley est dans sa propre catégorie. La première fois que nous sommes sortis ensemble, c'était pour son 18e anniversaire. Je l'ai emmenée danser et je lui ai donné la dague de jade. Elle se déplace comme un chat, souple, sinueuse, glissant au gré de son poids. À un moment donné, elle s'est levée et a dansé pour moi, debout près de notre stand. Deux hommes passaient à 1,50 m de l'endroit où elle dansait. Ils l'avaient tous deux vue alors qu'ils se trouvaient à une vingtaine de mètres. Ils ne pouvaient pas la quitter des yeux. Ils ont marché l'un vers l'autre, tellement hypnotisés par la danse de Ripley qu'ils se sont heurtés l'un à l'autre, s'étalant tous les deux sur le sol. Voilà l'effet qu'elle produit. C'est avec ses vêtements. Pendant toute la durée de notre relation et de notre mariage, des amis, des étrangers, des gens à la station-service m'ont tous demandé qui elle était. Lorsqu'ils découvraient qu'elle était ma petite amie ou ma femme, ils posaient des questions déplacées ou faisaient des commentaires stupides. Elle est aussi belle qu'elle en a l'air? Tu t'es tapé ça? Putain, mec, comment t'as eu ça? Ça n'en finissait pas. Au début, j'étais vexé et je leur disais de se taire. Au bout de la 1000e fois, je les ai ignorés. Je me serais battu tous les jours de ma vie si je n'avais pas passé l'éponge. Le plus étonnant, c'est qu'elle s'en fichait complètement. Bien sûr, elle connaissait l'effet qu'elle produisait, mais elle ne s'en souciait pas particulièrement. Ce corps somptueux était plein de promesses et d'excitation, mais c'est moi qui l'ai déballé. La nouvelle décoration de son nombril semblait me dire que cela avait changé. La première fois que nous avons fait l'amour a été une expérience spirituelle pour moi. La sensation qu'elle m'offrait était d'un autre ordre. Elle était douce comme un chaton, mais avec de l'acier en dessous. Elle s'entraînait religieusement et cela se voyait. Elle commençait lentement. Elle aimait les préliminaires, mais le sexe était un peu douloureux pour elle, les 2 premières fois. Elle était si tendue et si incroyablement exotique que je crains de ne pas lui avoir laissé le temps de vraiment s'y mettre. La 3e fois, je savais que ça allait arriver et j'ai bandé sous la douche avant notre rendez-vous rien qu'en y pensant. Je me suis caressé sous la douche avant notre rendez-vous, ce qui a atténué un peu l'excitation et je l'ai fait jouir 2 fois avec ma bouche avant de me glisser dans toute cette tension et cette chaleur. Elle était prête, ruisselante et rougie par l'excitation, son visage affichant le regard mou d'une excitation sexuelle prolongée. Je l'ai caressée, d'abord lentement, puis en la faisant bouillir. Lorsqu'elle a atteint son apogée, j'ai ralenti, la laissant s'étirer pendant de longues minutes avant de plonger en elle, de l'amener au bord du gouffre et elle a crié son extase, jouissant, se tordant, se bridant contre moi tandis que je la martelais. Elle n'a jamais regardé en arrière, devenant une amante dynamique et agressive, initiant le sexe aussi souvent que je le faisais, réalisant toutes les promesses de son corps pulpeux et devenant une partenaire sexuelle que la plupart des gens auraient eu du mal à imaginer. J'ai secoué la tête pour me débarrasser de ces souvenirs. Je devais étouffer cela dans l'œuf. Ripley, ai-je dit, gardez vos vêtements. Elle a eu l'air perplexe. Quoi? Pourquoi, a-t-elle demandé, tu ne m'as jamais repoussé avant? Ripley, c'est trop important, McKenna est trop importante. C'est une affaire sérieuse, ça ne va pas se résoudre entre les draps. Le sexe n'a jamais été notre problème, du moins, pas que je sache, ai-je dit. Oui, tu es aussi sexy que l'enfer. Tu le sais bien. J'adorerais t'emmener faire un tour dans le passé.
Ce serait follement bon, mais quand ce serait fini, je t'en voudrais encore de m'avoir abandonné et tu m'en voudrais encore de ne pas avoir accepté. Elle prit un air pensif, puis commença à boutonner sa chemise. Tu as raison, Kane, je n'aurais pas dû essayer de te manipuler comme ça, mais qu'est-ce qu'on va faire? Dis-le-moi, parce que je n'en ai aucune idée, ai-je dit. Elle est restée assise, perdue dans ses pensées pendant de longues minutes. Je me suis levé et je nous ai apporté une bière à tous les deux. Elle s'est adossée à un coussin de bateau, ressemblant à un ange aux cheveux de flamme. Mon Dieu, elle était si belle que j'en avais mal à l'âme. Elle avait le menton dans les mains et le même regard que la statue du penseur. Elle m'a jeté un coup d'œil de temps en temps, puis elle s'est rassise. La première chose à faire est de retirer McKenna de l'équation, dit-elle enfin. Retirer, qu'est-ce que ça veut dire? J'étais bouleversé par cette déclaration, plus que je n'aurais pu le croire. Tu ne vas pas me laisser la voir? Une expression d'horreur a traversé ses traits. Non, non, Kane, ce n'est pas ça du tout. Ne pense jamais ça. Kane, ce que je voulais dire, c'est que je suis vraiment désolé de l'avoir intégré à toi et moi. Je n'aurais jamais dû faire ça. Je comprends, ai-je dit. Non, elle ne devrait pas faire partie d'autre chose que d'être aimée et de recevoir tout ce qu'une mère et un père aimant peuvent lui donner. Elle a acquiescé. Oui, c'est ce que je voulais dire. Je n'aimais pas du tout l'impliquer, mais je devais faire quelque chose pour que tu me parles. Elle réfléchit un instant. Il y a autre chose. Je ne suis pas désolé d'avoir fait irruption chez toi l'autre jour, mais je suis désolé d'avoir agi comme si l'endroit m'appartenait. Tu sais, en buvant ta bière et en piquant ta pizza. Ce n'était pas bien, mais j'étais tellement heureux d'être enfin avec toi dans ta maison que j'en étais presque étourdi. Tu comprends? Je comprends. J'ai ouvert les bras et je lui ai fait signe. Elle a souri, avec nostalgie, et est venue en rampant s'asseoir entre mes jambes écartées sur le pont. Elle s'est appuyée contre moi et je l'ai entourée de mes bras. Je me sentais si bien que j'avais envie de rester ainsi pour toujours. Tu veux bien venir avec moi à la soirée de charité? Ce n'est pas comme si mon agenda social était plein à craquer, ai-je répondu en riant. Bien sûr, Ripley, j'adorerais y aller. Nous sommes restés assis là, à discuter tranquillement, et nous avons fini nos bières. J'avais oublié à quel point c'était bon de s'asseoir avec elle et de parler. Il y avait quelque chose que je voulais demander, et j'ai finalement trouvé comment le faire. Ripley, tu sais que chaque automne, Lucy dit à Charlie Brown de courir et de frapper le ballon de football pendant qu'elle le tient pour lui. Elle a ri et m'a coupé la parole. Alors chaque année, elle l'enlève et il se retrouve sur le derrière? Oui, et l'année suivante, elle lui dit pourquoi ce ne sera pas comme l'année dernière, et puis ça l'est. Nous avons gloussé ensemble, puis elle m'a regardé sérieusement. Tu te demandes si tu peux me faire confiance pour ne pas t'enlever ton ballon de football à nouveau, n'est-ce pas? Oui, Ripley, mais c'est un peu plus important qu'un ballon de football. Ripley était perdu dans ses pensées. Je me suis dit que c'était nouveau. La Ripley dont je me souvenais aurait dit la première chose idiote qui lui passait par la tête, et aurait essayé d'y remédier plus tard. Elle a finalement pris la parole. Vais-je encore te quitter pour une raison stupide? La réponse courte est que je suis passé par là, que j'ai fait ça, et que j'ai payé beaucoup trop cher pour le t-shirt. J'ai payé 4 ans sans toi, et McKenna a payé 3 ans sans son père. La vraie réponse est que tu ne le sauras pas. Tout comme je ne saurai pas si tu ne te lèveras pas et ne t'enfuiras pas à nouveau quand je ferai quelque chose de stupide. Il n'y a pas de garantie. J'aimerais qu'il y en ait. Kane, je ne te demande pas de vivre avec moi, ou de m'épouser à nouveau. Je te demande une chance. J'ai réussi dans ma carrière, j'ai tous les jouets des gens riches, mais même avec tout ça, je pense que ce que toi, moi et McKenna pourrions avoir ensemble serait la meilleure chose dans ma vie. Nous avons réfléchi un moment, puis nous avons rattrapé le temps perdu et nous nous sommes retrouvés comme deux vieux amis qui ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Il y a eu des silences gênants, mais pas beaucoup, et je pense que nous nous sentions tous les deux dans un meilleur état lorsque le soleil s'est couché. Elle s'est levée et s'est étirée, ressemblant pour tout au monde à un gros chat. Je me suis dégourdi les jambes et elle m'a serré dans ses bras. Bon, maintenant que tout est réglé, rentrons, j'ai une sortie de pêche à préparer. J'ai détaché le bateau, Ripley l'a démarré et nous sommes retournés au quai. Dimanche, Ripley a déposé McKenna et je l'ai emmenée pêcher. Elle n'était pas prête pour le genre de pêche que j'aime, la pêche à la mouche pour les truites, mais je connaissais un petit ruisseau dans la forêt nationale qui regorge de toutes sortes de poissons-lunes. Je l'ai installée avec son matériel de pêche et elle dansait de plaisir à chaque fois qu'elle remontait un gros crapet, un bar ou un poisson-lune vert. Lorsqu'elle a remonté le premier poisson, je lui ai demandé ce qu'elle voulait en faire. C'était un minuscule longueur, brillamment coloré d'orange et de bleu. Pouvons-nous le garder dans un bocal à poissons? Nous pourrions le garder dans un aquarium, ai-je répondu.
Mais ils n'y sont pas très heureux. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Nous pourrions le relâcher, lui ai-je dit. Si on en attrape de plus gros, on pourrait les manger. Elle a dû réfléchir à cette question pendant un moment. Elle s'est finalement décidée, libérez-le et mangez les plus gros. C'est ce que nous avons fait. Nous avons arrêté de pêcher suffisamment longtemps pour faire un petit feu et faire griller des hot dogs et des marshmallows pour le déjeuner. Lorsque nous sommes arrivés au ruisseau, mon cœur lui appartenait déjà. À l'heure du déjeuner, j'étais son esclave, et lorsque nous avons ramené une grosse palanquée de poissons à la casserole dans mon camion, j'ai su que ma vie avait changé pour toujours. J'étais né pour cela, pour être le père de Makena. Elle s'est endormie dans son petit siège auto sur le chemin du retour, et mes yeux s'humidifiaient chaque fois que je regardais ce petit ange endormi. Je ne sais pas si c'était nous ou l'odeur de poisson qui l'intéressait le plus. Pendant que Makena jouait avec Atlas, j'ai nettoyé le poisson, fait cuire des légumes à la vapeur et fait frire le poisson. Makena n'était pas très sûre du poisson au début, mais elle a été intriguée par l'idée de manger de la nourriture qu'elle avait elle-même pêchée, l'a essayée et l'a vraiment appréciée. Bien sûr, elle a probablement plus apprécié les coupes de crème glacée que nous avons mangées pour le dessert, mais bon sang, elle n'avait que 3 ans. Ripley lui avait préparé un petit sac pour qu'elle puisse rester, mais elle a demandé si sa maman pouvait rester aussi. Je n'ai pas pu dire non à cette petite chérubine, alors j'ai appelé Ripley et je l'ai invitée à venir passer la nuit ici. Avant qu'elle ne se fasse de faux espoirs, j'ai précisé qu'elle coucherait avec Makena, pas avec moi. Au petit déjeuner, elle m'a rappelé que je devais l'escorter à la soirée de charité, et je lui ai dit que je m'étais déjà engagé. Mardi, je suis allé la chercher et j'ai immédiatement senti toute la résistance que j'avais à son égard s'envoler. Elle était magnifique. Ses cheveux roux étaient attachés à la nuque par un simple ruban et descendaient librement sur son dos nu. Sa robe était un simple dos nu avec un décolleté en V plongeant qui mettait en valeur son généreux décolleté. Je jure que si le dos descendait plus bas, on verrait les mystères sexy qui s'y cachent. La jupe était modeste et descendait jusqu'aux genoux, elle était ample et fluide. Le temps que je revienne après avoir vérifié nos manteaux, elle passait déjà d'un groupe à l'autre. J'aurais tout aussi bien pu être invisible, tant ma présence semblait avoir de l'importance. J'avais l'impression d'être l'homme oublié. Elle est venue me chercher pour la première danse et mon moral s'est envolé avec cette vision dans mes bras. Lorsque nous sommes retournés à notre table, elle a été immédiatement invitée à danser à nouveau. Le reste de la soirée, je ne l'ai aperçue que de loin en loin, en train d'amadouer les donateurs potentiels et de lier connaissance avec l'élite sociale. Je devenais de plus en plus frustré et impuissant. Finalement, j'en ai eu assez. Je me suis approché de l'endroit où elle discutait avec un autre donneur potentiel, je l'ai prise par le coude et je l'ai dirigée vers un coin où nous pourrions avoir un peu d'intimité. « Qu'est-ce que tu crois faire, Kane ?» murmura-t-elle avec colère, « Tu m'as mise dans l'embarras. » C'est à un grand donateur que je parlais. « Qu'est-ce que je suis, du foie haché ?» J'ai demandé, « C'est toi qui voulais que je vienne, je ne voulais même pas venir, et maintenant je regrette de ne pas l'avoir fait. » On ne peut pas avoir cette conversation ici, a-t-elle dit, viens avec moi. Elle m'a entraîné par une porte latérale dans un petit parc. Qu'est-ce qui t'arrive, Kane? Tu te comportes comme un enfant. Et alors? C'est toi qui veux que je revienne, c'est toi qui m'as entraîné dans cette histoire idiote, j'aurais pensé que mes sentiments étaient plus importants. Mon Dieu, tu es tellement égoïste, je suis là à essayer de récolter de l'argent pour les enfants malades et tu fais la tête parce que je ne te tiens pas assez la main. Oui, bien sûr, il s'agit toujours de toi. D'abord, tu devais te trouver toi-même, et maintenant tu dois sauver les enfants. La prochaine fois, ce sera quoi, sauver les chiots? Elle soupire. Kane, tu n'es pas un plouc. Tu sais comment ça marche. Mon travail consiste à faire en sorte que tous ces gens qui ont beaucoup d'argent se sentent bien dans leur peau, et bien dans l'hôpital pour enfants, pour qu'ils donnent plus d'argent. Vous savez tout cela. J'essaie d'être aussi efficace que possible, pour qu'on puisse sortir d'ici et aller danser, et toi, tu continues à bouder ce qui s'est passé il y a 4 ans. Pourquoi tu ne grandis pas, déjà? Ça l'a déchiré. Je ne suis même pas retourné chercher mon manteau, j'ai simplement tourné le dos et je suis retourné à ma voiture pour rentrer chez moi, ignorant ses cris pour que j'attende. Je n'étais pas rentré depuis 1 heure que j'ai entendu un taxi s'arrêter et elle a frappé à ma porte. Kane, ouvre, tu as oublié ton manteau. Bon sang, je crois que je vais devoir la laisser entrer. À peine ai-je ouvert la porte qu'elle est entrée comme une force de la nature, jetant mon manteau sur la chaise la plus proche. Tu es vraiment un con, s'exclame-t-elle. Tu as une idée de l'embarras que j'ai eu à trouver une excuse bidon pour expliquer pourquoi j'ai dû partir si brusquement? Je suis sûr qu'ils l'oublieront d'ici la prochaine collecte de fonds. GRRR, tu es désespérant, dit-elle. Viens, il faut que tu me ramènes chez moi. J'ai pris mes clés et je l'ai raccompagnée chez elle dans un silence de pierre.
En entrant dans son allée, je lui ai demandé, si je suis si mauvaise, pourquoi fais-tu tant d'efforts pour me récupérer? Pourquoi ne pas me laisser en paix? Elle n'a pas répondu en sortant de la voiture, puis elle s'est retournée et s'est penchée dans la voiture. Parce que je t'aime, espèce d'abruti, a-t-elle dit en claquant la portière et en entrant en trompe dans sa maison. Je suis restée stupéfaite pendant quelques minutes avant de rentrer chez moi, en secouant la tête. Je veux dire, qui dit, je t'aime, espèce de crétin? Lorsque je suis rentré chez moi et que je me suis déshabillé pour aller me coucher, j'ai trouvé les chèques de nos 2 manteaux dans ma poche. Comment avait-elle fait pour que le préposé au vestiaire lui donne nos 2 manteaux? Je suppose que le fait d'être une célébrité compte pour quelque chose, mais alors pourquoi a-t-elle apporté le mien chez moi? Pourquoi ne pas l'avoir gardé jusqu'à notre prochaine rencontre? Cela n'avait pas de sens qu'elle prenne un taxi jusqu'à chez moi juste pour pouvoir me traiter d'abruti. J'ai repensé à ce qu'elle avait dit. Peut-être essayait-elle vraiment d'être efficace. Si je l'avais accompagnée, elle aurait dû me présenter aux personnes avec lesquelles elle faisait la causette. Cela aurait pris du temps et aurait été gênant. Plus j'y réfléchissais, plus je me disais qu'elle avait peut-être raison. J'avais agi comme un imbécile. Je devrais vraiment l'appeler et m'excuser. Le lendemain matin, j'étais prêt à l'appeler, mais je me suis rendu compte que je ne savais pas quoi dire. Je n'avais pas l'habitude de m'excuser. Je veux dire que je pouvais simplement dire « Bonjour, c'est un abruti », ce qui pourrait la faire rire, mais qu'est-ce que je disais après cela? Le pire, c'est qu'au cours de la semaine écoulée, Ripley s'était excusée plusieurs fois auprès de moi. C'était comme si elle savait comment faire, et pas moi. Cela m'a rendu encore plus nerveux, alors j'ai tergiversé et je n'ai pas appelé. Le fait que la liste des principaux donateurs de l'hôpital pour enfants ait été publiée dans le journal et que Madame Ripley O'Keefe figure en tête de liste n'a pas arrangé les choses. Nous ne nous sommes pas reparlés avant le vendredi matin pour programmer la deuxième visite de McKenna. Cette fois, Ripley ne restait pas chez elle. McKenna était enthousiaste, et moi, j'étais nerveuse. Ripley a déposé McKenna et a immédiatement couru chercher Atlas. Voici les résultats ADN, Kane, dit-elle, comme vous pouvez le voir, la probabilité que vous soyez le père est de 99,9%. Je n'y ai jeté qu'un coup d'œil superficiel. Je le savais déjà, je sentais le lien qui nous unissait. J'avais quelque chose de plus important à dire. Je savais que je me tromperais probablement, mais je devais essayer. Ripley, à propos de mardi soir. Je voyais son visage se durcir, mais je fixais le sol et persévérais. Eh bien, tu avais raison. J'ai agi comme un con. Je suis désolé. J'espère que je n'ai pas trop gâché les choses pour toi. Je suis resté là à regarder le sol. Ripley m'a attendu. Quand j'ai enfin levé les yeux pour la regarder, elle avait un regard chaleureux et un doux sourire. J'ai failli fondre. Merci, Kane. J'apprécie. Sa main s'est tendue et a caressé ma joue. C'était aussi en partie ma faute. J'aurais dû te dire à l'avance ce qui t'attendait. Je suppose que je ne t'explique toujours pas très bien les choses. Je vais y travailler. Nous nous sommes arrangés pour que je dépose McKenna, et Ripley est parti. Une fois que j'ai pu éloigner McKenna d'Atlas, je l'ai lavée et lui ai demandé ce qu'elle voulait pour le dîner. Question idiote. Pizza. Je ne sais toujours pas pourquoi, mais je l'ai emmenée à The Cellar. Je n'ai pas vraiment fait attention en payant notre commande, alors quand je me suis retourné pour partir, j'ai été stupéfait de voir Ripley, en pleine conversation avec un type étrange qui tenait ses 2 mains dans les siennes. J'étais prêt à exploser, mais McKenna a senti que quelque chose n'allait pas et m'a tiré la main d'un air inquiet. « Qu'est-ce qui ne va pas, Kane ?» a-t-elle demandé. Je me suis rapidement calmé et je l'ai emmenée dans ma voiture. Elle était encore bouleversée et il m'a fallu quelques minutes pour la calmer. Heureusement, elle ne m'a pas redemandé pourquoi j'étais contrarié, et Ripley et elle ne se sont pas vus. Mais j'étais toujours en colère à l'intérieur. Elle m'avait presque convaincu qu'elle voulait vraiment se remettre avec moi, et voilà qu'elle sortait avec un autre gars pratiquement à la première occasion. Nous sommes rentrés à la maison et avons mangé notre pizza, McKenna portant pratiquement la sienne, et je devais m'assurer qu'elle n'en donnait pas trop à Atlas. Nous étions tous les deux fatigués et nous nous sommes couchés tôt, bien que je ne me sois pas endormi, j'étais encore tellement bouleversé par ce que j'avais vu, et j'étais sur le point de dire à Ripley de tout oublier, quand j'ai entendu des petits pieds traîner. « Kane, dit-elle, Kane, je ne peux pas dormir. Je peux dormir avec toi. » « Bien sûr que tu peux, ma chérie, » ai-je dit en me penchant vers elle et en la prenant dans mes bras. J'étais content d'avoir décidé de porter des pyjamas pour aller au lit. McKenna s'est rapidement endormie, ses doux ronflements étant facilement étouffés par ceux d'Atlas. La dernière chose qu'elle m'a dite a achevé de me réduire en esclavage. Juste avant de s'endormir, elle a murmuré « Je t'aime, papa ». Je n'avais pas grand-chose à dire à Ripley lorsqu'elle est venue chercher McKenna le lendemain matin.
J'ai demandé si je pouvais la voir le samedi suivant, et Ripley a accepté. Elle a eu l'air déçue que je ne lui demande pas de rester pour le petit déjeuner, mais elle n'a rien dit. La semaine a passé vite et j'avais hâte de retrouver McKenna. Cette fois, je suis allé la chercher. Nous allions pêcher et pique-niquer sur la rivière White, et Atlas nous accompagnait. Nous nous sommes installés sous un énorme chêne. McKenna et Atlas jouaient joyeusement sur la berge et les truites géantes attendaient. J'ai pataugé jusqu'aux genoux et j'ai commencé à faire des faux lancers, juste pour mettre de la ligne dans l'eau. Cela faisait environ 20 minutes que je pêchais, parlant à McKenna qui barbotait près de la berge. Il y avait un tronc, enfoncé sous la surface et une poche d'eau profonde derrière lui. J'ai effectué le lancer parfait, en agitant la mouche alors qu'elle flottait au-dessus du tronc. Il y a eu une éruption et un énorme poisson brun a ferré la mouche. J'ai ferré l'hameçon. Je mets l'hameçon à l'eau. J'étais maintenant déterminé à chasser. J'ai dû faire une centaine de lancers supplémentaires, en essayant d'obtenir une nouvelle touche de la part de ce monstre. C'était un coup unique. L'énorme poisson était fini. Je me suis préparé à remonter le courant et j'ai appelé McKenna. Elle n'a pas répondu. Je me suis souvenu que je n'avais rien entendu depuis un moment, j'étais occupé à me concentrer sur l'énorme poisson. Je me suis retourné et il n'y avait aucun signe d'elle ou d'Atlas. Je me suis précipité sur la berge. J'ai appelé McKenna. Où es-tu, ma chérie? Rien. Il y avait une ligne de hautes herbes, presque aussi haute que ma tête, qui bordait la rive à environ 20 mètres de l'eau. Au-delà, il y avait des bois, profonds et épais, qui s'étendaient sur je ne sais combien de kilomètres. J'ai trouvé un sentier à travers les herbes folles et un petit jouet de Spider-Man qui gisait dans la boue sur le sentier. C'était celui de McKenna. Plus loin, j'ai vu une empreinte laissée par sa petite chaussure et une empreinte d'Atlas. J'ai jeté ma canne à pêche dans l'herbe, j'ai enlevé mes cuissardes et j'ai commencé à courir. J'ai cherché frénétiquement, l'appelant et appelant Atlas jusqu'à ce que je m'effondre. La panique m'envahissait en pensant à ce petit ange perdu dans les bois. J'ai appelé jusqu'à ce que ma voix s'enroue et s'affaiblisse. Quand je me suis finalement effondré d'épuisement, j'ai recommencé à penser rationnellement. J'ai sorti mon téléphone. Super, il n'y avait pas de réseau. Je me suis précipité dans les broussailles, dans l'herbe et j'ai couru jusqu'au camion. J'ai conduit jusqu'au sommet de la colline et j'ai été soulagé, enfin, de voir Debar. J'ai appelé le bureau du shérif et lui ai raconté ce qui s'était passé. Ils m'ont promis d'envoyer immédiatement une équipe de recherche. Ensuite, j'ai dû passer l'appel le plus difficile de ma vie. Je devais appeler Ripley et lui dire que j'avais perdu notre fille. Je me sentais plus bas que terre. Il m'a fallu 5 minutes pour prendre mon courage à deux mains. Quand elle a répondu, j'ai tout déballé. Ripley, j'ai besoin de toi. J'étais en train de pêcher et je n'ai pas fait attention. McKenna et Atlas sont partis et ils sont. Je les ai perdus, Ripley. Oh, mon Dieu, je suis vraiment désolé. Je suis un tel idiot. Kane, arrête, dit-elle. Appelle le bureau du shérif. Je l'ai déjà fait, j'étais à peine capable de parler. Je sanglotais comme un bébé. J'avais perdu mon bébé. Eh bien, va la chercher, a dit Ripley. Je serai là dès que possible. Je suis retourné au parking où nous nous étions garés, espérant voir une petite poupée m'attendre avec un chien noir géant. Mon cœur s'est effondré lorsque j'ai vu le parking vide. J'ai de nouveau couru frénétiquement dans les bois, appelant leur nom, cherchant partout où je pouvais penser à regarder. J'étais sur le point de m'effondrer à nouveau lorsque j'ai entendu le bruit d'un hélicoptère qui s'approchait. J'ai couru jusqu'au parking et je suis arrivé juste à temps pour voir 5 hommes sauter de l'hélicoptère. Je leur ai raconté ce qui s'était passé, me sentant comme le plus grand imbécile du monde, non, pire que cela, comme un monstre insouciant qui a perdu sa fille parce qu'il était parti pêcher. Je lisais le mépris dans leurs yeux. Ils m'ont demandé de rester sur le terrain au cas où elle reviendrait et ils ont rapidement disparu dans les bois tandis que l'hélicoptère prenait son envol. Je suis resté là, impuissante, les larmes coulant sur mes joues pendant probablement 10 minutes, puis j'ai vu la Mercedes de Ripley descendre la colline. J'ai couru vers la voiture dès qu'elle s'est arrêtée, tirant sur la poignée de la portière sans pouvoir y parvenir jusqu'à ce qu'elle la déverrouille et commence à en sortir. Ripley, je suis vraiment désolé, ai-je commencé. Je suis vraiment un crétin, je n'ai pas regardé. Elle m'a interrompu. Tout cela n'a pas d'importance, Kane. Retrouvons notre fille. Où l'as-tu vue pour la dernière fois? Je l'ai emmenée sur le sentier à travers les hautes herbes, courant jusqu'à ce qu'elle me dise d'arrêter. Nous ne courons pas, a-t-elle dit. Allons lentement et surveillons les signes. Nous avons marché, parallèlement aux hautes herbes, en cherchant des indices partout. Je tenais la figurine de Spider-Man dans ma main. Finalement, nous sommes arrivés à une petite source qui coulait entre des berges bordées de switchgrass jusqu'à la rivière.
Nous avons remonté le cours d'eau, grimpant régulièrement pendant environ 800 mètres. Nous étions dans une forêt dense, mais il y avait un chemin. Il y avait une petite montée plus raide devant nous, une sorte de clairière et le panique raide avait empiété sur la prairie. Lorsque nous sommes sortis de la forêt, j'ai poussé un cri rauque. Atlas était couché dans l'herbe et Makena, qui haletait joyeusement et dormait, sa tête reposant sur son flanc chaud. J'ai couru vers eux et ma tête s'est mise à nager. Je suis tombé à genoux et j'ai pris sa petite forme dans mes bras. Elle a remué et s'est réveillée, se blottissant contre ma poitrine. Ses yeux se sont ouverts et ce bleu indigo m'a regardé. Ils se sont ouverts lorsqu'elle a vu mon visage. « Qu'est-ce qui ne va pas, papa ?» demanda-t-elle. Je n'arrivais pas à parler. « Pourquoi pleures-tu, Kane ?» a-t-elle demandé en touchant ma joue et en essuyant une larme. « Je pensais t'avoir perdu, bébé, » ai-je bredouillé. « Je ne te trouvais nulle part. Oh mon Dieu. J'ai cru que je t'avais perdu. Je t'aime tellement, Makena, ça me tuerait s'il t'arrivait quelque chose. » J'ai senti la main de Ripley sur mon épaule. J'ai levé les yeux vers elle et des larmes coulaient sur ses joues. « C'est bon, papa. » Makena a récupéré mon attention. Moi et Atlas, nous étions en train de nous éclater et j'étais fatigué. Nous avons bu un peu d'eau et nous nous sommes reposés un instant. « Tu n'es pas en colère contre moi, n'est-ce pas ? » « Non, bébé, non, lui ai-je assuré. Je ne pourrai jamais t'en vouloir. Je m'en veux de ne pas t'avoir mieux surveillé. Je ne le ferai plus jamais. J'allais bien, m'a-t-elle dit. Juste un peu fatigué. On peut manger notre pique-nique maintenant. Bien sûr, ai-je dit. Ta mère peut-elle rester manger avec nous? Elle était ravie que Ripley reste. J'ai appelé le bureau du shérif et ils ont annulé les recherches. Il ne fait aucun doute que je devrais payer une lourde facture pour ce petit fiasco. Je m'en moquais, je donnerais tout ce que j'avais pour que Makena revienne saine et sauve. J'ai porté Makena jusqu'à notre chaîne et elle était déjà endormie. Je me suis assis dos à l'arbre, la tenant dans mes bras, ne voulant jamais la laisser partir. Ripley était assise sur la couverture en face de moi, ses jambes incroyablement longues croisées, me laissant entrevoir de temps en temps une culotte verte comme de l'eau de mer. Mon esprit s'emballait, principalement concentré sur le fait que j'avais été un salaud, et cette vision ne rendait pas les choses plus faciles. Kane, ça va, demande Ripley. Tu veux dire à part le fait de te sentir comme un idiot puéril? Oui, à part ça, dit-elle avec un de ses rires. Eh bien. J'ai faim, a interrompu le petit paquet d'amour dans mes bras. Nous avons ri et le festin a commencé. Nous avons nettoyé notre pique-nique et sommes allés chez Ripley. Ensemble, nous avons mis notre petit ange fatigué au lit, nous réjouissant de ses sourires endormis. Ripley nous a servi du café et nous nous sommes assis pour parler. Ripley, je dois dire, enfin, je pense que je peux te le dire, ai-je soupiré avant de poursuivre, tu as fait du bon travail en élevant Makena. Elle est parfaite, et tu as été une maman formidable. Bon sang, j'avais oublié à quoi ressemblait Ripley quand je lui disais des choses gentilles. L'éclat de son visage était si brillant que ses cheveux paraissaient pâles. Cela rendait les choses plus difficiles, mais je devais continuer. Pourquoi veux-tu que je sois son père? Tu ne peux pas m'emmener en public sans que je me comporte comme un crétin immature. Tu la laisses avec moi et je la perds dans les bois. Je l'aime à la folie, Ripley, mais j'ai peur d'eux. Je n'ai pas pu finir. Je me suis caché le visage dans les mains et les larmes ont recommencé à couler. J'ai senti les mains de Ripley sur mes poignets. J'ai ouvert les yeux, elle était agenouillée devant moi. Ses propres yeux étaient mouillés. Kane, tu es son père. Tu le sais, je le sais, et surtout, elle le sait. J'ai dû beaucoup grandir pour devenir une maman, mais je l'ai fait. Il le fallait, elle dépendait de moi. Maintenant, c'est votre tour. Tu auras des moments difficiles, comme aujourd'hui. J'en ai eu aussi. Mais tu auras quelque chose que je n'ai pas eu. Quoi? Je serai là avec toi, autant que tu le voudras, aussi longtemps que tu le voudras. Je t'aiderai, comme tes parents m'ont aidé. Nous le ferons ensemble. Nos regards se sont croisés, et nous voulions tous les deux la même chose, mais il y avait autre chose dont nous devions nous occuper d'abord. Je peux te demander quelque chose? Elle a appuyé ses coudes sur ses genoux, prenant son petit menton pointu dans ses mains. Elle a dit, je t'en prie. Samedi dernier, j'ai eu Makena, ai-je commencé. Elle voulait une pizza pour le dîner et j'ai appelé The Cellar pour l'obtenir. J'ai vu la lumière s'allumer dans ses yeux. Quand nous sommes allés la chercher, je t'ai vu avec un type. Vous vous teniez la main et vous aviez l'air très sérieux. Qui est-ce, Ripley? Un con, dit-elle. Il s'appelle Jeff Conley. C'est le directeur de la station The Eagle. Je suis sorti avec lui pendant un moment. Il était beaucoup plus sérieux que moi. J'ai arrêté de sortir avec lui après avoir réussi à te faire parler la première fois à la piscine.
Il était très contrarié et j'ai accepté de le rencontrer pour lui dire pourquoi c'était fini. Il ne l'a pas bien pris. Il tenait tes deux mains et on aurait dit que tu étais sur le point de l'embrasser de là où nous étions, ai-je dit. Tu me mens, Ripley? Ses yeux brillent dangereusement. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Kane, crache-t-elle. Non, je n'allais pas l'embrasser. Alors pourquoi tenait-il vos deux mains, si vous lui disiez que c'était fini? Elle soupire. Je lui ai dit que je le laisserais s'exprimer. Cela ne changerait rien, et je pensais qu'il en finirait plus vite si je le laissais me tenir les mains. Je lui ai dit de ne plus m'appeler. Il m'a pratiquement harcelé. Tu es jaloux? Eh bien, tu n'as pas besoin de l'être. Tu portes toujours le diamant qu'il t'a offert? Quoi? Mais de quoi tu parles? Elle était complètement perdue. Le diamant qu'il t'a offert pour ton nombril. Tu le portes toujours? Kane, peux-tu sortir la tête des nuages pour une fois? Est-ce qu'il t'est venu à l'esprit que j'aurais pu l'acheter pour moi? Je peux me permettre ce genre de choses, mieux que lui ou toi, alors pourquoi pas? J'ai vu un ami en porter un, j'ai trouvé ça cool et j'en ai acheté un. Bon, là, je me suis vraiment senti stupide. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle a continué. Et puis tu as fait ton coup habituel en t'enfuyant. Si tu étais resté un peu plus longtemps, tu l'aurais vu me cracher au visage et me traiter de « salope briseuse de balles ». Tu m'aurais vu le gifler et partir. Tu as vu ça, Kane? Non, je ne l'ai pas vu, ai-je dit. Je voulais sortir McKenna de là avant qu'elle ne te voie. Oh, a-t-elle dit. Nous étions tous les deux assis là, nous sentant stupides, puis nos yeux se sont croisés, et nous avons ri ensemble. Il t'a craché dessus? Bon sang, Ripley, c'est un sacré petit ami. Elle a souri d'un air ironique. Oui, je peux les choisir, n'est-ce pas? L'homme que j'aime déménage en Alaska pour s'éloigner de moi. Puis j'ai un harceleur effrayant qui me crache au visage. Je suis désolé, Ripley, ai-je dit. Je n'aurais pas dû m'enfuir comme ça. J'avais mal, d'accord. Elle a tendu la main et a fait courir ses doigts sur ma joue, laissant des traces de feu qui ont brûlé longtemps après que le contact ait disparu. Je sais, dit-elle doucement. Je suis désolé d'avoir causé cette blessure, Kane. J'y ai pensé. Je sais que je t'ai dit que je ne regrettais pas d'avoir déménagé, mais je n'en suis plus sûr. Je sais qu'à partir de maintenant, je veux que nous fassions face à tout ensemble, si tu me le permets. Est-ce qu'on peut dépasser toute cette douleur? Je ne sais pas, ai-je admis. Veux-tu essayer? Plus que tout, a-t-elle répondu. Nos vies ont commencé à s'inscrire dans une routine agréable. J'avais McKenna le lundi, le mercredi et le samedi. Nous essayions de faire quelque chose en famille au moins 2 fois par semaine. Nous avions encore des problèmes et des moments difficiles, mais ils étaient de moins en moins fréquents. Ripley et moi sortions à nouveau ensemble. Nous n'étions pas encore très intimes. Nous avions eu quelques séances de pelotage, mais nous n'avions pas encore sauté dans le sac. Je pense que nous étions tous les deux prudents, ne voulant pas nous pousser, ou pousser l'autre. Nous avons tourné autour du pot et j'ai toujours eu les boules bleues. Je pense que nous savions tous les deux que ce n'était qu'une question de temps, mais nous voulions que ce soit parfait. Ripley avait un samedi de congé et nous avons emmené McKenna voir un film au centre commercial dans l'après-midi. Nous l'avons emmenée dans l'aire de restauration pour prendre un de ses smoothies à l'orange et nous étions assis à une table pour la regarder le manger. J'ai vu Ripley jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule et elle s'est penchée vers moi en me sifflant. Oh, a-t-elle dit. Voilà les ennuis. Jeff Conley vient ici. Nous nous sommes tous les deux levés et l'avons regardé approcher. Jeff, a dit Ripley, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu crois, salope, a-t-il dit, je suis ici pour vous ramener, toi et le morveux, là où vous devez être. Jeff, dit Ripley calmement et lentement, je te l'ai dit, j'ai trouvé mon ex-mari, et j'essaie d'arranger les choses pour que nous puissions nous remettre ensemble. Eh bien, je te dis que nous n'en aurons pas fini tant que je n'aurai pas dit que nous en avons fini, alors prends la petite chipie et allons-y. Tu ne peux pas me larguer quand tu veux. Je largue les femmes, elles ne me larguent pas. Il s'est approché de Ripley, et je l'ai senti se l'hérisser, alors je me suis interposé. Écoutez, monsieur Conley, lui ai-je dit. C'est ma femme et personne ne lui parle comme ça. Je pense que vous devriez vous calmer et partir. Elle et McKenna ne vont nulle part. Tu ne veux pas causer d'ennuis. Des ennuis, ricane-t-il. Tu ne sais pas ce qu'est un problème, mauviette. Il fouilla dans sa poche et en sortit un rasoir. Qui se promène avec un rasoir de nos jours? Avant que je puisse réagir, il m'a frappé et Ripley s'est interposé, s'infligeant une vilaine entaille au bras. Elle a crié et s'est effondrée sur le sol, le sang jaillissant de son bras. Je pense qu'il était un peu choqué et j'en ai profité pour attraper son poignet, le tirer sous mon aisselle et le bloquer. Le rasoir est tombé par terre et je me suis laissé tomber, mettant mes 220 livres sur ce bras.
J'ai entendu une déchirure et il a crié, tombant au sol derrière moi. J'ai roulé, gardant le bras bloqué et il a poussé un petit cri. Cela s'est terminé rapidement lorsque je lui ai donné 6 coups de coude au visage. Il est devenu mou. J'ai regardé Ripley. Son visage était blanc et du sang jaillissait de la blessure. McKenna criait. Maman! Ma maman est blessée. J'ai retiré ma ceinture pour faire un garrot. Quelqu'un doit appeler le 911, ai-je crié en m'agenouillant à côté de Ripley et en enroulant la ceinture autour de son bras. L'une des passantes était infirmière et s'est occupée du garrot. Enlevez votre chemise, m'a-t-elle dit. Hein, ai-je demandé, confus. Ai-je demandé, confus. Enlevez votre chemise, a-t-elle répété, et exercé une pression sur la plaie. J'ai fait ce qu'elle m'a dit, puis j'ai remarqué tout le sang et je me suis demandé comment elle avait pu survivre en perdant autant de sang. Elle a dû sentir mon malaise. Elle m'a dit, ne t'inquiète pas, ça a l'air plus grave que ça ne l'est. Je ne savais pas si elle le pensait vraiment ou si elle essayait simplement de me rassurer, mais je n'avais pas d'autre choix que de la croire, l'alternative était trop horrible pour être imaginée. Cela a semblé durer une éternité, mais les ambulanciers sont finalement arrivés pour emmener Ripley à l'hôpital. McKenna et moi avons dû attendre quelques minutes pendant que la police emmenait Conley et que je leur faisais une brève déclaration, promettant de revenir au poste dès que je serais sûr que Ripley allait s'en sortir. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, Ripley était déjà en chirurgie. McKenna et moi sommes allés dans la salle d'attente et j'ai passé les quelques minutes suivantes à la calmer, puis j'ai appelé nos parents pour qu'ils viennent aussi. En attendant l'arrivée de nos parents, j'ai eu le temps de réfléchir à notre relation, depuis notre rupture jusqu'à aujourd'hui. Je n'arrivais pas à imaginer la Ripley qui m'avait quitté pour se jeter devant un fou qui brandissait un rasoir. Pouvait-elle vraiment avoir changé à ce point? Je l'espérais en tout cas. Je voulais que Ripley et McKenna fassent partie de ma vie. Cela signifiait-il se remarier avec Ripley? C'était une question pour un autre jour. Mes parents et ceux de Ripley sont arrivés à peu près en même temps. Heureusement, j'avais eu le temps de me laver et l'hôpital m'avait donné une blouse à porter. McKenna s'est précipitée vers ses grands-parents, qui l'ont tenue à tour de rôle de l'autre côté de la pièce pendant que je leur racontais ce qui s'était passé. Le médecin est venu avec de bonnes nouvelles. La blessure était profonde et Ripley avait perdu beaucoup de sang, mais ce n'était pas grave et elle devrait se rétablir complètement. Elle était toujours inconsciente en salle de réveil, mais elle devrait bientôt pouvoir recevoir des visites limitées. McKenna voulait sa mère, mais elle était très fatiguée. Mes parents habitaient plus près, ils l'ont donc ramenée à la maison, et les parents de Ripley et moi-même nous sommes assis pour notre veille nerveuse. Il ne s'est écoulé que quelques heures avant qu'une infirmière n'arrive. Y a-t-il un monsieur Kane ici, a-t-elle demandé. Je suis Kane, ai-je répondu, mais c'est juste Kane, c'est mon prénom. Eh bien, Kane, Madame O'Keefe est réveillée et elle vous demande. Je me suis levé pour suivre l'infirmière, alors que ses parents se levaient, l'infirmière a dit, la patiente ne veut que Kane pour le moment. Ses parents n'étaient pas ravis, mais ils se sont pliés au souhait de Ripley. Lorsque j'ai regardé dans la chambre, elle avait l'air toute délavée, mais lorsque je suis entré, elle s'est tout de suite illuminée. Oh, Kane, dit-elle, je suis si contente que tu ailles bien. J'étais tellement inquiète pour toi. Tu t'inquiétais pour moi, demandai-je, abasourdi. Tu as pris cette entaille sur ton bras pour moi, j'avais peur de te perdre à nouveau. Kane, la seule façon de me perdre, c'est de t'enfuir à nouveau. Ripley, je ne te fuirai plus jamais. Je t'aime toujours, je t'ai toujours aimé et je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'ai essayé d'arrêter, de faire disparaître la douleur, mais ça n'a pas marché. Maintenant, je t'aime plus que jamais. Tout ce que je veux, c'est que toi et McKenna soyez dans ma vie. Kane, j'espère que tu réalises maintenant que je t'ai toujours aimé. Je n'ai pas toujours été intelligent ou agi comme un adulte, mais je t'ai toujours aimé. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est une seconde chance de te montrer à quel point je t'aime. Je n'aimerai plus jamais personne d'autre et je ne te quitterai plus jamais. Je me suis penché vers elle et l'ai embrassée doucement. McKenna est rentrée chez elle avec mes parents, mais les tiens sont là, et je sais qu'ils aimeraient te voir. Je vais les faire entrer, puis je vais me reposer et je ramènerai McKenna et mes parents dans la matinée. D'accord, Kane, promets-moi juste que tu reviendras. Je l'ai embrassée à nouveau, un peu plus fort cette fois. Tu peux compter dessus, bébé, ai-je dit avec un clin d'œil. Je suis retourné dans la salle d'attente pour annoncer la nouvelle à ses parents. J'ai appelé mes parents, puis je suis rentré chez moi pour me laver et me reposer. Je me suis levé tôt, j'ai mangé un morceau et je suis allé chercher McKenna chez mes parents. Mes parents nous ont suivis à l'hôpital et nous avons eu une belle visite avec Ripley. L'expression de joie pure sur son visage lorsqu'elle a vu McKenna m'a donné des frissons. La petite chérubine a traversé la pièce en courant et s'est jetée sur sa mère. Maman, j'ai eu si peur,
a dit Makena. Je suis désolé, bébé, a dit Ripley, maman ne voulait pas t'effrayer. Ce n'est pas grave, Nana et Grandpa m'ont aidé à me sentir mieux. Ripley a dit, merci, à mes parents. Ripley allait devoir rester à l'hôpital un jour de plus, alors je me suis excusé pour m'occuper de quelques affaires. Je me suis rendu au poste de police, mais ce n'était qu'une formalité, entre les caméras de sécurité du centre commercial et tous les témoins, il tenait qu'on l'ait pour mort et il allait partir pour un long moment. J'ai rencontré ses parents pour prendre mes dispositions, puis je suis retourné passer l'après-midi avec Ripley, Makena et le flot constant de visiteurs. Le lendemain, alors que nous allions chercher Ripley à l'hôpital, je me suis tourné vers Makena. N'oublie pas, ma chérie, que c'est un grand secret, d'accord? J'ai fait le geste de fermer les lèvres, Makena a gloussé et m'a imité. Les infirmières ont amené Ripley à la voiture dans un fauteuil roulant, et pendant que je l'aidais à monter dans la voiture, Makena n'arrêtait pas de rire. Bon, vous deux, a dit Ripley, qu'est-ce que vous faites? Makena a gloussé et j'ai souri comme un sphinx. J'avais dit à Ripley qu'elle resterait avec moi pendant sa convalescence, elle n'a donc pas été surprise lorsque nous nous sommes garés dans mon allée. En approchant de la porte, Makena a dit, ferme les yeux, maman. Dès que j'ai fermé la porte, Makena lui a dit d'ouvrir les yeux. Ripley a sursauté et s'est effondré en voyant nos parents debout devant une grande pancarte faite maison. Bienvenue à la maison. Ripley a regardé autour d'elle et a vu beaucoup de ses affaires placées dans le salon, ainsi que les empreintes des mains de Makena sur le panneau. Elle a serré ses parents dans ses bras, puis les miens, et j'ai vu ma mère murmurer « Bienvenue à la maison », les larmes aux yeux. J'ai fait cuire des hamburgers et des chiens sur le grill, et après avoir mangé, nos parents nous ont félicités de nous être remis ensemble et sont partis. Makena commençait à avoir sommeil, alors nous l'avons mise au lit et comme c'était une occasion spéciale, nous avons laissé Atlas monter sur son lit. Nous nous sommes assis dans le salon sombre en sirotant notre vin, seuls dans nos pensées, Ripley s'est blotti contre mon épaule. Dis-moi la vérité, Ripley, ai-je dit. As-tu jamais vraiment pensé que nous en reviendrions là? Honnêtement, dit-elle, je suppose que dans mes rêves les plus fous, je l'ai fait. Mais de façon réaliste? J'ai acquiescé. En réalité, j'espérais juste que nous pourrions être amis, que nous pourrions nous entendre suffisamment bien pour coélever Makena. Tout le reste n'est que la cerise sur le gâteau. J'ai laissé tomber mon bras à côté du canapé. Je n'ai pas de glaçage, mais j'ai une boîte de crème fouettée. J'ai levé mon bras et je lui en ai aspergé le nez, je l'ai léché et je l'ai poursuivi jusqu'à la chambre. Elle devait être encore faible, car je l'ai rattrapée juste derrière la porte. Je l'ai prise dans mes bras et je l'ai portée jusqu'au bout, nos lèvres se serrant l'une contre l'autre. J'ai fait attention à ne pas lui faire mal au bras. Je l'ai déposée sur ses pieds au bout du lit et elle s'est glissée dans mes bras, nos lèvres se rencontrant et se dévorant l'une l'autre. Ces lèvres pleines et gonflées dont je me souvenais si bien, qui avaient rempli mes rêves depuis que je les avais goûtées pour la première fois, étaient tout ce qu'elles promettaient, et plus encore. Je l'ai écrasée contre moi et ses bras se sont enroulés autour de mon cou. Nous nous sommes embrassés pendant de longues minutes, le souffle court et lourd. Elle a reculé de quelques centimètres et a commencé à tirer sur ma chemise, la faisant passer par-dessus ma tête et la jetant en direction d'une chaise. Elle a baisé jusqu'à ce qu'elle soit agenouillée devant moi, ses mains ouvrant ma ceinture et faisant glisser mon gant et mon caleçon sur le sol. J'étais dur comme de la pierre, l'anticipation était presque trop forte. Elle m'a regardé avec des yeux si saisissants, ses lèvres se sont pliées en un cercle rouge doux alors qu'elle les pressait fermement. Peu à peu, ses lèvres se sont écartées et ont glissé vers le bas. Je sentais sa langue taquiner le point sensible. Ripley, je suis. J'ai failli m'évanouir tant les sensations ont pris le dessus sur mon esprit rationnel. C'était incroyable, à la fin, je l'ai attirée vers moi pour l'embrasser. Elle savait par expérience que cela ne me dérangeait pas de l'embrasser ensuite. Après un tel cadeau, c'était le moins que je puisse faire. Mon Dieu, bébé, ai-je soufflé. Tu as failli arrêter mon cœur. Attends, il y a bien plus, a-t-elle murmuré. Je l'ai déshabillée, me délectant de la douce fermeté de ses courbes et de ses vallées spectaculaires. Je me suis levé, je l'ai soulevée et je l'ai portée sur le côté du lit. Je l'ai déposée délicatement sur les draps et ses cheveux l'ont entourée comme une auréole. Ne bouge pas, lui ai-je dit. Je suis allé dans la salle de bain et j'ai trouvé de l'huile de massage parfumée. C'était parfait. Je suis retourné à la porte et je suis resté là, à admirer la perfection de Ripley. Son visage était tourné vers moi et ses yeux étaient fermés. Elle ressemblait à une déesse du feu. Ripley, ai-je appelé doucement. Il fallait que je voie ses yeux. Je les ai vus s'ouvrir et sa tête a pivoté vers moi, lentement et robotiquement. Mon Dieu, Ripley, ai-je soufflé. Elle m'a coupé le souffle par sa beauté. Il n'y a pas de Ripley, il n'y a que Zoul, a-t-elle dit dans un grognement démoniaque.
Je suis resté là une seconde, tandis qu'elle me regardait, puis nous avons tous les deux éclaté d'un rire hystérique. J'ai couru et je me suis jeté sur elle. Elle a grimacé et j'ai tout de suite été contrit. Je suis désolé, chérie, je t'ai fait mal au bras. Oui, mais pas beaucoup, dit-elle. J'ai mis mon nez contre le sien. Je l'ai regardé profondément dans les yeux et nous avons à nouveau éclaté de rire. Mon Dieu, comme cette femme m'avait manqué, cette femme absurde, drôle, brillante et belle. Détends-toi, ma belle, lui ai-je dit lorsque j'ai pu reprendre la parole. Je vais te faire passer une bonne journée. Tu l'as déjà fait, a-t-elle dit. Je suis à la maison, Kane. Cela a fait ma décennie. La mienne aussi, ai-je dit en la faisant rouler sur le ventre. J'ai versé de l'huile sur elle, apaisant et pétrissant la douceur de l'acier. Épilogue. Marley se déplaçait sur le sol aussi vite que ses 11 mois le lui permettaient. Oui, nous avons un penchant pour les prénoms M pour les filles. Atlas roula des yeux et la vit arriver. Il renifla un peu, mais ne bougea rien d'autre que ses yeux. Elle rampa jusqu'à lui et posa ses 2 mains sur son ventre. Un pied se leva et s'agita faiblement en l'air, veillant à ne pas la déséquilibrer. Elle se hissa lentement, se servant de lui comme d'un appui, jusqu'à ce qu'elle soit debout. Elle vacilla un instant, incertaine, puis se laissa tomber sur sa couche en poussant un petit cri. McKenna gloussa de l'endroit où elle était blottie contre moi. Nous étions en train de lire un livre. Elle est idiote, papa, m'a-t-elle dit en levant ses grands yeux bleus. Oui, elle l'est, ai-je répondu. La porte s'est ouverte et elle se tenait là, éclairée par le soleil couchant. Elle était magnifique. Ses longs cheveux roux tombaient autour d'elle comme une flamme. Elle portait une jupe et un haut moulant qui mettaient en valeur tous ses atouts, et elle en avait beaucoup. Elle était magnifique. Elle était aussi mortelle et trompeuse, et elle vous brisait le cœur. Elle pouvait aussi le réparer, et je savais que le mien était en sécurité chez elle.